Bonjour à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire pour nous dire d'où vous venez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. Ainsi, YouTube continuera à vous proposer des histoires comme celle-ci. Maintenant, commençons. Le badge sur ma poitrine indiquait « Duty K. Mitchell, bureau du shérif du comté de Jefferson, Alabama ». 2 ans plus tôt, un mardi humide d'août, je travaillais le quart de soir, patrouillant sur l'autoroute 31 qui traverse notre juridiction. J'étais dans la police depuis 8 ans. J'avais une femme, Sarah, et des jumelles qui venaient d'avoir 5 ans. La vie était bonne, prévisible, comme c'est souvent le cas dans les petites villes, contrôle routier, dispute conjugale, un conducteur ivre de temps en temps. J'aimais mon travail. J'aimais servir ma communauté. J'aimais rentrer chez moi chaque soir auprès de mes filles. Ce mardi-là, tout commença comme un autre quart de travail. Je pris mon café à la station Marathon, où la vieille Madame Henderson avait toujours une cafetière fraîche. Je fis mon rapport à la centrale, puis partis en patrouille. Le soleil commençait à descendre, baignant tout dans cette lumière dorée de l'Alabama qui rend même les centres commerciaux les magnifiques. Vers 19h30, je roulais près de la station Chevron, au niveau du repère kilométrique 47, quand j'aperçus une Honda Civic rouillée zigzagant entre les voies, comme si le conducteur jouait à un jeu tordu de marelle sur autoroute. La voiture déviait à gauche, revenait brusquement à droite, accélérait, puis ralentissait. Les signes classiques d'un conducteur ivre ou distrait par son téléphone. J'allumai mes gyrophares et enclenchai la sirène, m'attendant à une routine, contrôle, vérification des signes d'ivresse, peut-être une contravention. La Civic mit un temps fou à réagir, continuant sur un quart de mile avant de finalement se garer sur le parking de la station Chevron. Je trouvais étrange qu'elle ne se soit pas arrêtée sur le bas-côté, mais je me dis qu'elle voulait peut-être éviter la route principale. Je radioai la centrale avec ma position et le numéro de plaque. Procédure standard. La station était animée. Des gens faisaient le plein après le travail, des enfants couraient acheter des snacks pendant que leurs parents pompaient l'essence. Je m'approchai du véhicule, la main sur mon holster. Une précaution standard. La vitre du conducteur était déjà en train de s'abaisser à mon approche. Je vis un jeune homme, peut-être 19 ou 20 ans, portant une casquette Crimson Tide délavée tirée bas sur son front. Le siège passager était encombré d'emballages de fast-food et de canettes de boissons énergisantes. Et il y avait une odeur chimique étrange qui émanait de l'intérieur. Pas de l'herbe, pas de l'alcool. Quelque chose de plus âcre. Permis de conduire et carte grise, dis-je d'une voix calme mais ferme. Les mains du jeune homme agrippaient le volant si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Il jetait des regards nerveux dans le rétroviseur, puis vers moi, puis de nouveau vers le rétroviseur. « Je n'ai rien fait de mal, » dit-il, sa voix tremblante comme celle d'un adolescent plus jeune qu'il n'y paraissait. Je rentrais juste chez moi. Quand il tendit la main vers la boîte à gants, ses mouvements étaient saccadés, comme s'il luttait contre ses propres muscles. La carte grise était périmée de 6 mois. Et quand il me tendit son permis, je remarquai que sa main tremblait. Pas de peur, exactement. Quelque chose d'autre. Marcus Thompson, 19 ans, de Birmingham. Je lui demandai de sortir du véhicule pendant que je vérifiais ses informations. C'est là que les choses commencèrent à déraper. « Pourquoi je dois sortir ?» demanda-t-il, sa voix devenant plus forte, plus agressive. « Je connais mes droits. Vous ne pouvez pas me forcer à sortir sans raison. » Je lui expliquai que je l'avais vu conduire de manière erratique et que je devais m'assurer qu'il était en état de conduire. Il se mit à argumenter, disant que je le profilage, que les flics le harcelaient toujours sans raison. L'odeur chimique était plus forte maintenant que sa vitre était complètement baissée, et je pouvais voir que ses pupilles étaient dilatées malgré les lumières vives de la station-service. D'autres voitures se garaient, les gens commençaient à remarquer le contrôle routier, certains sortaient leur téléphone. Je gardais ma voix calme et professionnelle, mais Marcus devenait de plus en plus agité, ses mots s'enchaînant plus vite, parfois sans même avoir de sens. J'appelais des renforts, non pas parce que je ne pouvais pas gérer un adolescent agité, mais parce que la situation s'envenimait dans un lieu public avec des civils autour. Le député Jim Hawkins répondit qu'il serait là dans 5 minutes. Jim et moi avions été partenaires pendant 6 ans. C'était lui qui m'avait formé quand j'avais rejoint le département. Un bon homme. Il entraînait des équipes de baseball le week-end. Il avait un fils de l'âge de Marcus. En attendant Jim,
je continuais à essayer de désamorcer la situation, demandant à Marcus où il allait, si tout allait bien à la maison, essayant simplement de faire redescendre la tension. Mais il n'était pas réceptif. Il ne cessait de s'agiter sur son siège, tendant la main vers la console centrale, puis la retirant, marmonnant entre ses dents. « Monsieur, je vous demande de garder les mains où je peux les voir, » dis-je, reculant d'un pas. C'est alors que j'aperçus le bord de quelque chose de métallique dépassant d'un sweat à capuche froissée sur le plancher du passager. Cela aurait pu être n'importe quoi. Un outil, une pièce de voiture. Mais vu son comportement, je ne prenais pas de risque. La voiture de patrouille de Jim se gara derrière la mienne au moment où Marcus ouvrit brusquement sa portière et sortit sans y être invité. Il était plus grand que je ne l'avais imaginé, peut-être 1,88 mètres, vêtu d'un jean large et d'un débardeur blanc qui révélait des bras couverts de tatouages amateurs. « Putain, j'en ai marre, » dit-il, arpentant le parking devant sa voiture, ses mouvements vifs et imprévisibles. « Vous nous emmerdez toujours pour rien. » Jim s'approcha du côté passager, me faisant un signe de tête. Nous avions déjà dansé cette danse. Un officier maintient le contact tandis que l'autre assure la couverture et surveille les menaces. La foule grandissait. Peut-être 15 ou 20 personnes observant de diverses distances. Certains faisaient encore le plein, mais les yeux rivés sur nous. J'entendis quelqu'un dire quelque chose à propos d'un autre incident. Et voilà, on y est. La tension dans ce parking était palpable. Tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer ensuite. Marcus continuait à arpenter les lieux. Ses diatribes devenaient plus fortes, plus incohérentes. Le gouvernement, les produits chimiques, vous ne comprenez pas ce qui se passe vraiment. Marcus, je te demande de te calmer, dit Jim de cette voix posée qui avait désamorcé des centaines de situations explosives au fil des ans. Personne ne veut d'ennui ici. Essayons simplement de régler ça pour que tout le monde puisse rentrer chez soi en sécurité. Mais Marcus n'écoutait plus. Ses yeux passaient de nous à la foule, à sa voiture, comme s'il calculait quelque chose. Puis, d'un mouvement rapide, il plongea vers le côté passager de son véhicule. Je le vis tendre la main vers cet objet métallique sous le sweat, et le temps sembla ralentir. « Arme à feu » hurlai-je, dégainant mon arme. Alors que Jim faisait de même, tout ce qui suivit se déroula en quelques secondes, mais me sembla durer des heures. Marcus émergea avec ce qui ressemblait à un pistolet chromé, son bras balayant dans notre direction. Le premier coup de feu, je ne saurais jamais qui l'a tiré, déchira la nuit, suivi immédiatement de plusieurs autres. Le bruit était assourdissant, résonnant sous le vent de la station-service, se mêlant aux cris des témoins qui plongeaient pour se mettre à couvert derrière les voitures et les pompes à essence. Je sentis la chaleur d'une balle passer près de mon oreille gauche, si près que j'entendis le sifflement de l'air déplacé. Mon entraînement prit le dessus. Trouver une couverture. Ne riposter que si j'ai une ligne de tir claire. Protéger les civils. Je me jetai derrière l'arrière de la voiture de Marcus tandis que Jim se plaçait derrière notre voiture de patrouille. Marcus s'était accroupi derrière sa portière passager ouverte, surgissant de temps en temps pour tirer des coups sauvages qui brisaient les vitres de la station-service et ricochetaient sur le béton. « Lâchez votre arme », continuai-je à crier, même si je savais qu'il ne pouvait probablement pas m'entendre au milieu des coups de feu et des cris. Une femme était coincée entre deux pompes à essence, pétrifiée de terreur, et je pouvais voir une famille blottie dans un monospace à 6 mètres de là. L'odeur de la poudre se mêlait à celle de l'essence renversée d'une pompe qui avait été touchée. Jim ripostait par des rafales contrôlées, essayant de maintenir Marcus sous pression tout en minimisant les risques pour les civils. Je le vis se pencher derrière la voiture de patrouille pour obtenir un meilleur angle. Et c'est alors que cela arriva. Marcus tira 3 coups rapides qui touchèrent Jim dans la partie supérieure de la poitrine, juste au-dessus de son gilet pare-balles. Jim s'effondra lourdement, son arme glissant sur le pavé. Je vis mon partenaire, mon ami, mon mentor, s'écrouler au sol, le sang commençant déjà à former une flaque sous lui. Une rage brute se mêla à mon entraînement alors que je me déplaçais pour me mettre entre Marcus et les civils encore en danger. « Officier à terre » hurlai-je dans ma radio, à peine capable d'entendre la réponse de la centrale au milieu du chaos. D'autres sirènes approchaient, mais elles semblaient si lointaines. Marcus s'était tu. Plus de coups de feu sauvages, et je ne pouvais pas le voir depuis ma position. Chaque seconde s'étirait comme une éternité alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait. Jim ne bougeait pas. Des civils étaient toujours en danger, et je ne savais pas si Marcus rechargeait, se repositionnait, ou préparait quelque chose de pire.
L'odeur chimique provenant de sa voiture était encore plus forte maintenant, me faisant pleurer les yeux. Je risquai un rapide coup d'œil autour du pare-choc et le vis en train de ramper vers l'avant de son véhicule, le pistolet toujours à la main. C'est alors que je pris la décision la plus difficile de ma carrière. Avec Jim à terre et des civils en danger, je ne pouvais pas attendre les renforts. Je me levai en tirant, plaçant 3 balles dans le torse de Marcus alors qu'il essayait de relever son arme. Il s'effondra instantanément. Le pistolet chromé glissa sur le béton taché d'huile. Le silence soudain était presque pire que les coups de feu. Juste le bourdonnement des lumières de la station-service, les sirènes lointaines, et ma propre respiration haletante. Je gardai mon arme braquée sur Marcus alors que je me dirigeais vers Jim, repoussant l'arme du suspect loin de son corps inerte. Les yeux de Jim étaient ouverts mais vitreux, le sang imbibant sa chemise d'uniforme. Je pressai mes mains contre ses blessures, hurlant à quelqu'un de m'aider, d'appeler une ambulance, même si je savais que des unités étaient déjà en route. Une femme en tenue de travail, une infirmière qui faisait le plein de sa voiture, courut vers nous malgré le danger, s'agenouillant à côté de moi pour aider au premier secours. Mais je pouvais voir dans ses yeux la même chose que ce que je voyais. Jim était parti. Mon partenaire de 6 ans, l'homme qui m'avait tout appris sur le fait d'être un bon flic, qui organisait la fête de fin d'études de son fils la semaine précédente, était parti. Les heures suivantes furent un tourbillon de lumière clignotante, de rubans de scènes de crime, et de questions de ce qui semblait être chaque agence de maintien de l'ordre de l'État. La station-service devint un labyrinthe de marqueurs de preuves. Chaque petit numéro jaune représentant un trou de balle, une douille, un morceau du cauchemar qui s'était déroulé. On me prit mon arme pour l'enquête. Procédure standard. Et je restais assis à l'arrière d'une ambulance pendant que les paramédics m'examinaient, découvrant des coupures de verre brisées que je n'avais même pas senties. Tout ce temps, je revivais ces secondes dans mon esprit. Aurais-je pu faire quelque chose de différent ? Aurais-je dû attendre Jim avant de m'approcher de la voiture ? Pourquoi n'avais-je pas vu l'arme plus tôt ? Mais la pire partie fut de les regarder charger le corps de Jim dans le fourgon du coroner, sachant que je devrais affronter sa femme Lisa, son fils Tyler, et leur expliquer comment j'avais laissé leur héros mourir. L'infirmière qui avait essayé de m'aider, elle s'appelait Melissa, resta avec moi jusqu'à l'arrivée de mon capitaine, me tenant la main pendant que je faisais ma déclaration initiale à travers des larmes que je ne pouvais pas arrêter. Voici la partie qui me tord encore les entrailles. Marcus Thompson ne mourut pas cette nuit-là. Mes coups de feu l'avaient touché, mais il survécut, passant 3 semaines en soins intensifs avant d'être transféré à la prison du comté. L'enquête révéla que l'odeur chimique dans sa voiture provenait de matériaux de production de méthamphétamine, et qu'il était sous l'emprise de drogue pendant notre confrontation. Son arme s'avéra avoir été volée lors d'un cambriolage dans un comté voisin. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour notre communauté, qui sombra dans le chaos après la fusillade. La moitié de la ville me considérait comme un héros pour avoir arrêté un criminel dangereux et protégé des vies innocentes. L'autre moitié dépeignait Marcus comme une victime de la brutalité policière, un jeune en difficulté qui avait besoin d'aide, pas de balles. Sa famille engagea des avocats, organisa des conférences de presse, montra des photos de lui au lycée quand il était sur la liste d'honneur avant que les drogues ne le rattrapent. Ils dirent que nous avions envenimé la situation, que 2 officiers entraînés auraient dû pouvoir gérer un adolescent sans que personne ne meure. Les manifestations commencèrent dans les jours qui suivirent. Des gens défilant devant le bureau du shérif avec des pancartes portant la photo de Jim d'un côté et celle de Marcus de l'autre, comme si leur mort était d'une manière ou d'une autre équivalente. Le procès, quand il eut enfin lieu 18 mois plus tard, déchira complètement notre ville. Je témoignai pendant des heures sur cette nuit-là, revivant chaque seconde sous le contre-interrogatoire des avocats de la défense qui disséquaient chaque décision, chaque mot, chaque instant. Marcus, maintenant sobre et ne ressemblant en rien au jeune aux yeux fous de cette nuit-là, était assis silencieusement dans son fauteuil roulant. Mes tirs avaient endommagé sa colonne vertébrale, le laissant partiellement paralysé. Il fut reconnu coupable de meurtre au premier degré pour la mort de Jim, de tentative de meurtre pour avoir tiré sur moi, et de diverses accusations liées à la drogue. La prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Sa mère hurla dans la salle d'audience tandis que la veuve de Jim, Lisa, restait de marbre, Tyler à ses côtés, portant le badge de son père en chaîne autour du cou. Les manifestations continuèrent même après le verdict. Les gens choisissaient des camps comme s'il s'agissait d'un match de football plutôt que d'une tragédie qui avait détruit plusieurs familles. Je retournai finalement au travail, mais rien n'était plus comme avant. Chaque contrôle routier faisait battre mon cœur plus vite.
Chaque geste vers un portefeuille ou un téléphone me rendait tendu. Je vois Jim dans mes rêves, parfois je le sauve, parfois je le regarde mourir encore et encore. La famille de Marcus déposa une plainte civile qui est toujours en instance, alléguant un usage excessif de la force, réclamant des millions que le comté n'a pas. La station-service où cela s'est produit ferma 6 mois plus tard. Personne ne voulait faire le plein là où du sang avait été versé. Je passe devant ce terrain vague chaque jour en patrouille, un rappel en béton de la façon dont 30 secondes de violence peuvent résonner à travers une communauté pour toujours. Sarah dit que je suis différent maintenant, plus silencieux. Et elle a raison. Certaines nuits, je me tiens sur le seuil de la chambre de mes filles, les regardant dormir, pensant à Tyler Hawkins, qui ne reverra plus jamais son père. À la petite sœur de Marcus Thompson qui lui rend visite en prison. À combien de vies peuvent se briser dans le temps qu'il faut pour vider un chargeur? Épilogue mystique. Des années plus tard, des rumeurs circulent encore dans le comté. Certains jurent avoir vu l'esprit de Jim Hawkins près de la station-service abandonnée, une silhouette en uniforme qui erre parmi les pompes rouillées, comme s'il cherchait encore à protéger ceux qui passent par là. D'autres disent que Marcus, depuis sa cellule, murmure des avertissements dans son sommeil, des phrases incohérentes sur « l'homme aux yeux vides » qu'il aurait visité la nuit de la fusillade. Il n'était pas seul, répète-t-il parfois, il y en avait d'autres dans l'ombre. Personne ne sait ce qu'il veut dire. Mais les nuits où le vent souffle fort sur l'autoroute 31, les anciens du comté ferment leurs portes un peu plus tôt. L'appel est passé par la centrale à 15h47 un mardi après-midi de début novembre. J'étais policier à Buffalo depuis près de 20 ans, et les vérifications de bien-être étaient routinières. Habituellement, des voisins inquiets pour des personnes âgées qui n'avaient pas ramassé leur courrier depuis quelques jours. L'adresse était sur Elmwood Avenue, l'une de ces rues suburbaines tranquilles où les gens laissent encore leur lumière de Porsche allumée pour les enfants qui font du porte-à-porte à Halloween et connaissent les chiens du voisinage par leur nom. Je me souviens avoir pensé que ce serait une vérification rapide, trouver quelqu'un qui était tombé et ne pouvait pas atteindre le téléphone, obtenir de l'aide, et être de retour en patrouille dans l'heure. Mon Dieu, à quel point je me trompais. Quand je me garais devant le 1847 Elmwood, rien ne semblait anormal de l'extérieur. C'était une maison coloniale de 2 étages avec un revêtement jaune pâle et des volets vert forêt, le genre de maison qui se fondait parfaitement dans le quartier. La pelouse était soignée, les feuilles ratissaient en tas net le long du trottoir. Un homme dans la trentaine répondit à la porte avant même que j'aie eu le temps de frapper. Il devait m'observer par la fenêtre. Il se présenta comme Nathan Holloway, vêtu d'un pull en maille et d'un pantalon kaki, comme s'il venait de sortir d'un catalogue J.Crew. Son sourire était chaleureux, étudié, du genre que l'on voit chez les agents immobiliers. Il m'invita à entrer immédiatement, ce qui aurait dû être mon premier vrai signal d'alarme. La plupart des gens sont nerveux quand les flics débarquent, même pour une vérification de bien-être. Pas Nathan. L'intérieur était immaculé, presque stérile dans sa propreté. L'air sentait fortement la sueur de pain et autre chose en dessous, une odeur métallique que je ne parvins pas à identifier. Nathan m'expliqua que son oncle âgé, Walter, vivait avec lui dans l'appartement du sous-sol. Le voisin qui avait appelé s'inquiétait parce que Walter promenait habituellement son beagle tous les matins à 7h pile, mais personne ne l'avait vu depuis presque 2 semaines. Nathan rit, passant une main dans ses cheveux bruns parfaitement coiffés, et dit que l'oncle Walter ne se sentait pas bien ces derniers temps. Rien de grave, il reste juste chez lui. Il proposa de m'emmener en bas pour vérifier, me conduisant à travers la cuisine vers une porte à côté de la réserve. C'est alors que je vis le cadenas. Ce n'était pas un petit cadenas, mais l'un de ces cadenas master robustes que l'on utilise pour une unité de stockage. La boucle était neuve, les trous de vis dans le bois montraient encore des éclats frais. Nathan dut remarquer que je fixais le cadenas, car il se lança immédiatement dans une explication. L'oncle Walter a de la démence, dit-il, et il a commencé à aérer la nuit. Le cadenas est pour sa sécurité, pour l'empêcher de tomber dans les escaliers. Il fouilla dans ses clés, faisant semblant de chercher la bonne, tout en gardant ce sourire de vendeur. La porte du sous-sol était en chêne massif, sans fenêtre, et je remarquai des marques de griffes près de la poignée, des entailles profondes dans le bois qui semblaient avoir été faites délibérément. Nathan continuait à parler, quelque chose à propos des ordres du médecin et des décisions familiales, mais j'avais déjà pris ma décision. Je reculai et lui dis que je devais vérifier directement le bien-être de son oncle, que c'était la procédure standard. Son sourire ne vacilla pas, mais je vis sa mâchoire se contracter pendant une seconde. Je m'excusai et retournai à ma voiture de patrouille,
gardant mes mouvements décontractés. Nathan me suivit jusqu'à la porte d'entrée, continuant à parler de l'historique médical de son oncle, des médicaments, de la difficulté de s'occuper des parents âgés. Je hochai la tête tout en appuyant sur ma radio. Unité 23 demande des renforts au 1847 Elmwood pour une vérification de bien-être. Pas une urgence, mais j'ai besoin d'un deuxième officier sur place. La centrale confirma, estimant à 5 minutes l'arrivée de l'unité la plus proche. Je dis à Nathan que j'attendrai dehors mon partenaire. Politique du département pour les vérifications de bien-être impliquant des zones verrouillées. Il n'argumenta pas, gardant simplement cette expression agréable, et ferma la porte. À travers la fenêtre du salon, je le vis faire les 100 pas, sortir son téléphone et taper frénétiquement. Le rideau de ce que j'imaginais être la fenêtre du sous-sol tremblota. Un petit rectangle au niveau du sol, couvert de papier journal de l'intérieur. L'officier Mike Chan arriva en 4 minutes, se garant derrière ma voiture de patrouille. J'avais déjà travaillé avec Mike. Il était jeune, mais avait de bons instincts. Je lui fis un briefing rapide. Un homme âgé n'a pas été vu depuis 2 semaines. Le neveu se montre coopératif mais suspect. La porte du sous-sol est cadenassée de l'extérieur. Les sourcils de Mike se levèrent à ce dernier détail. Nous nous approchâmes de la maison ensemble, et cette fois, Nathan mit plus de temps à répondre. Quand il le fit, son pull était légèrement de travers et une fine couche de sueur brillait sur son front malgré l'air frais de novembre. Il protesta quand je lui dis que nous avions besoin d'un accès immédiat au sous-sol, invoquant les droits à la vie privée et menaçant d'appeler son avocat. Je lui expliquai que, compte tenu des circonstances, le cadenas inhabituel, le temps écoulé depuis que quiconque avait vu Walter, la demande de vérification de bien-être, nous avions des raisons valables de nous inquiéter. Le masque de Nathan se fissura enfin. Sa voix devint froide, plate, rien à voir avec le propriétaire chaleureux qui m'avait accueilli 20 minutes plus tôt. « Vous avez besoin d'un mandat » dit-il, essayant de fermer la porte. Mike avança, la maintenant ouverte avec sa botte. Je pris la décision à ce moment-là. Circonstances exténuantes, possible maltraitance ou mise en danger d'une personne âgée. Je dis à Nathan que nous entrions, et qu'il pouvait soit déverrouiller cette porte de sous-sol, soit nous couperions le cadenas. Pendant un moment, personne ne bougea. Les yeux de Nathan passaient de l'un à l'autre, calculant. Puis il haussa les épaules, plongea la main dans sa poche et en sortit un trousseau de clés. Mais au lieu de se diriger vers la porte du sous-sol, il les laissa tomber par terre et se précipita vers l'arrière de la maison. Mike se lança à sa poursuite tandis que je me ruais vers la cuisine, ramassant les clés. Mes mains étaient stables alors que je trouvais la bonne clé, une nouvelle, au cuivré brillant parmi les plus anciennes en argent. Le cadenas s'ouvrit et je poussai la porte grande ouverte, immédiatement frappé par une vague d'air vicié et d'excréments humains. L'odeur me fit presque reculer. « Walter, police de Buffalo, nous sommes là pour vous aider. » Pas de réponse. Les marches en bois craquèrent sous mon poids alors que je descendais. Une main sur ma radio, l'autre flottant près de mon arme de service. Le sous-sol était faiblement éclairé par une seule ampoule pendue au plafond, projetant des ombres dures sur les murs de béton. Au début, je ne parvins pas à comprendre ce que je voyais. L'espace avait été divisé en sections avec des bâches en plastique, comme une zone de construction improvisée. Derrière la première bâche, je le vis. Pas un homme âgé, mais quelqu'un dans la quarantaine, attaché avec des liens en plastique à une chaise pliable en métal. Sa bouche était couverte de rubans adhésifs, ses yeux sauvages et implorants quand ils rencontrèrent les miens. Ses vêtements étaient souillés, et je pouvais voir des plaies infectées sur ses poignets là où les liens en plastique s'étaient incrustés dans sa peau. Ce n'était pas Walter. C'était quelqu'un d'autre entièrement. Je me précipitai en avant, lui disant qu'il était en sécurité maintenant, que de l'aide arrivait, tout en appelant une ambulance et des unités supplémentaires sur ma radio. L'homme essayait de parler à travers le ruban adhésif, émettant des sons étouffés urgents et secouant la tête vers l'arrière du sous-sol. C'est alors que j'entendis Mike crier de l'étage, suivi d'un bruit de chute. Je dus faire un choix. Aider la victime ou soutenir mon partenaire. L'homme sur la chaise secouait frénétiquement la tête, les yeux écarquillés de terreur, regardant par-dessus mon épaule. Je me retournai juste au moment où Nathan dévalait les escaliers, brandissant ce qui ressemblait à un pied de biche. Il devait avoir fait le tour par une autre entrée. La barre de métal attrapa la lumière du plafond alors qu'il la balançait vers ma tête. Je me baissai, sentant l'air siffler près de mon oreille, et le pied de biche s'écrasa contre le mur de béton avec un clang qui résonna dans tout le sous-sol.
Le visage de Nathan était complètement transformé. Plus aucune prétention de neveu amical. Ses traits étaient déformés par la rage, de la bave volant alors qu'il hurlait de manière incohérente sur la façon dont j'avais tout gâché, dont je ne comprenais pas ce que j'avais fait. Je dégainai mon arme, lui ordonnant de lâcher le pied de biche, mais il était au-delà de la raison. Il balança à nouveau, de manière sauvage cette fois, renversant une table pliante couverte de liens en plastique, de rouleaux de rubans adhésifs et de ce qui semblait être des permis de conduire, des dizaines d'entre eux, étalés comme des cartes à jouer. Dans cette fraction de seconde, je compris que c'était plus grand qu'une seule victime. Nathan se jeta sur moi et je l'esquivai, utilisant son élan pour le faire trébucher dans la bâche en plastique. Il s'en mêla dedans, me donnant quelques secondes pour reculer vers les escaliers. Mike apparut en haut, du sang coulant d'une coupure sur son front, mais sinon en bon état. Suspect dans le sous-sol, hurlai-je, et Mike appela des renforts immédiats. Toutes les unités disponibles. Nathan se débattait pour se libérer du plastique, tenant toujours le pied de biche quand nous entendîmes des sirènes approcher, plusieurs sirènes. La cavalerie arrivait. Ce qui suivit fut un tourbillon de chaos contrôlé. Des officiers inondèrent la maison et Nathan fut maîtrisé et menotté tout en hurlant que sa collection était ruinée. Les ambulanciers se précipitèrent devant moi pour s'occuper de la victime sur la chaise, plus tard identifié comme Brian Morrison, un représentant de commerce de Rochester qui avait disparu depuis 9 jours. Alors qu'il le libérait et commençait les soins médicaux, Brian me saisit le bras avec une force surprenante. « Il y en a d'autres » murmura-t-il à travers ses lèvres gercées, « d'autres maisons. » Il me parla des autres. Des détectives arrivèrent et commencèrent à traiter la scène. Derrière d'autres bâches en plastique, ils trouvèrent 2 autres pièces, toutes 2 vides, mais montrant des signes clairs d'occupation récente. D'autres chaises avec des liens en plastique, des seaux et des coins, des marques de griffes sur les murs. La table de permis de conduire contenait 43 pièces d'identité de tout l'État de New York, certaines datant de 3 ans. L'enquête qui suivit ébranla Buffalo jusqu'à son cœur. Nathan Holloway ne travaillait pas seul et il ne possédait pas une seule maison. Il faisait partie de ce que le FBI appela plus tard un « cercle de captivité ». Un groupe de 5 hommes qui achetaient des propriétés dans des quartiers tranquilles spécifiquement pour y retenir des victimes. Ils enlevaient des représentants de commerce, des livreurs, quiconque ne serait pas immédiatement porté disparu. Certains étaient retenus contre rançon auprès de leur famille, d'autres pour des raisons plus sombres que nous découvrons encore. L'histoire de l'oncle Walter était le prétexte de Nathan pour tout voisin inquiet. Il n'y avait jamais eu d'oncle Walter. Au cours des 72 heures suivantes, des raids furent menés sur 4 autres propriétés dans la région de Buffalo-Niagara. Nous trouvâmes 7 autres victimes vivantes et des preuves d'au moins 12 autres qui n'avaient pas eu cette chance. L'attaque au pied de biche de Nathan m'avait laissé une épaule meurtrie et quelques nuits sans sommeil. Mais Brian Morrison était vivant parce que nous avions forcé cette porte verrouillée. 6 mois se sont écoulés depuis cet après-midi de novembre. Nathan Holloway attend son procès pour 37 chefs d'accusation fédéraux et étatiques. Ses 4 complices sont également en détention. Brian Morrison passa 2 mois à l'hôpital, mais s'en remit complètement et témoigna devant le grand jury. Il m'envoie maintenant une carte de Noël avec une photo de lui et de sa famille. Les autres maisons d'Elmwood Avenue ont de nouvelles familles qui y vivent. Des gens qui ne savent rien des pièces du sous-sol ou des griffures sur les murs qui ont été repeintes. Parfois, je passe en patrouille et tout semble si normal, si parfaitement suburbain. Mais je sais maintenant que les portes les plus dangereuses sont celles qui semblent verrouillées pour des raisons innocentes. Cette vérification de bien-être, celle que je pensais terminer en 1 heure, s'avéra être l'affaire qui définissait ma carrière. Et chaque fois que je vois un cadenas là où il ne devrait pas être, je me souviens du sourire étudié de Nathan et de la façon dont le mal peut se cacher derrière les façades les plus ordinaires. Épilogue mystique. Les voisins d'Elmwood Avenue racontent encore des histoires étranges. Certains jurent avoir vu des ombres bouger derrière les fenêtres des maisons autrefois liées à Nathan, même après que de nouvelles familles y ont emménagé. Comme si quelque chose était resté coincé entre les murs, murmure une vieille dame qui vit là depuis des décennies. Les enfants du quartier évitent de jouer près des sous-sols, disant qu'ils entendent parfois des chuchotements ou des grattements venant de sous terre. Comme des doigts sur du béton, explique un garçon de 10 ans, les yeux écarquillés. Les autorités ont scellé les pièces incriminées, mais les rumeurs persistent, ils n'ont pas tout trouvé. Et parfois, les nuits de pleine lune, on dit que les cadenas rouillés des maisons abandonnées s'ouvrent tout seuls, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait encore de sortir. L'été 2017 devait être différent.
Après 12 ans dans les stupéfiants à Phoenix, j'avais enfin obtenu l'affectation qui pouvait faire une réelle différence, infiltrer une opération de lavage de voiture qui brassait plus de fentanyl que de savon. Clean Wave Auto Spa se trouvait au coin de la 43e rue et Thomas, une façade étincelante cachant ce que nous soupçonnions être l'un des plus grands points de distribution du Sud-Ouest. J'avais passé 3 mois à construire ma couverture en tant que Marcus, un mécanicien avec un problème de jeu qui avait besoin d'argent rapide. Le propriétaire, un type que tout le monde appelait Thio, avait commencé à me faire confiance pour de petites livraisons. Ce matin-là d'où, tout changea. Ma femme Sarah était enceinte de 7 mois de notre deuxième enfant, et je lui avais promis que ce serait ma dernière mission d'infiltration avant de demander un poste de bureau. Je me souviens être arrivé au lavage de voiture à 6 heures ce vendredi-là, la chaleur du désert faisant déjà scintiller l'asphalte. L'endroit fonctionnait 24 heures sur 24, ce qui avait du sens étant donné ce qui maintenait vraiment les lumières allumées. J'avais travaillé le quart de matin depuis 2 semaines, apprenant le rythme des lieux. Les clients arrivaient, demandaient le « forfait détail premium » et glissaient une enveloppe sous leur tapis de sol. Nous passions l'aspirateur dans la voiture, glissions un paquet dans le compartiment de la roue de secours, et les envoyions sur leur chemin. Simple, efficace, et générant des millions. Thio avait commencé à me laisser gérer les échanges moi-même, ce qui signifiait que l'affaire prenait de l'ampleur. Mon contact, le lieutenant Harper, disait que nous étions peut-être à 2 semaines d'avoir assez pour faire tomber tout le réseau. Vers 10 heures, j'étais en train de nettoyer une Honda Civic quand mon téléphone personnel vibra. Je n'étais pas censé l'avoir sur moi pendant l'écart, mais Sarah était si proche de son terme que je le gardais caché dans ma boîte à outils. Le message me serra la poitrine. Quelqu'un m'a suivi depuis l'épicerie, un SUV noir garé en face. Sarah n'était pas du genre paranoïaque. En toutes ces années, à travers tout mon travail d'infiltration, elle ne s'était jamais plainte de se sentir en insécurité. Je dis à Thio que j'avais besoin d'une pause cigarette et me dirigeais vers l'allée derrière le lavage. J'appelais Sarah et sa voix était ferme mais tendue. Elle avait remarqué le SUV la suivant depuis le Safeway de Camelback, la suivant à chaque tournant jusqu'à ce qu'elle se gare dans notre allée. Maintenant, ils étaient juste assis là, moteur tournant, les vitres teintées cachant qui que ce soit à l'intérieur. Je voulais partir sur le champ, souffler ma couverture, et me précipiter à la maison, mais cela aurait détruit des mois de travail et potentiellement nous aurait mis en plus grand danger. Je dis à Sarah d'appeler le 911 s'il faisait le moindre mouvement, puis raccrocher et essayer de me concentrer sur le travail. Ma main resta stable alors que je polissais une autre voiture, mais mon esprit tournait à plein régime. Comment savait-il qui j'étais? Comment avait-il trouvé ma famille? L'opération était, besoin de savoir, avec seulement une poignée de personnes au courant de ma véritable identité. À midi, Sarah m'envoya un autre message. Le SUV était parti, mais pas avant que le conducteur n'ait jeté quelque chose sur notre pelouse. Elle avait trop peur pour aller vérifier ce que c'était, et je ne lui en voulais pas. Je trouvais une excuse à Thio à propos d'une intoxication alimentaire, et parti tôt, brisant le protocole, mais incapable de rester plus longtemps. Le trajet jusqu'à la maison prit 17 minutes, bien que cela m'ait semblé des heures. Chaque voiture dans mon rétroviseur aurait pu me suivre. Quand je tournais dans notre lotissement, la normalité de tout cela semblait irréelle. Des enfants à vélo, des arroseurs en marche, Monsieur Henderson lavant son camion à côté. Sarah m'attendait à la porte, son visage pâle contrastant avec ses cheveux foncés. Elle pointa vers la pelouse où une enveloppe blanche était posée, maintenue par une pierre. Je la ramassai, la faisant entrer en premier. Le papier à l'intérieur était du papier standard d'imprimante, mais le message frappa comme un marteau. Emma fréquente l'école primaire Sunrise, la classe de 2e année de Madame Garcia, sac à dos violet avec des licornes, s'arrête au bar de singe à chaque récréation. Il connaissait ma fille. Il connaissait sa routine. Il connaissait des détails que seul quelqu'un qui l'observait aurait pu savoir. En bas, tapé en plus petit, les pères de famille devraient trouver un travail plus sûr. Sarah vit mon visage changer alors que je lisais et m'arracha le papier des mains. Je la vis assimiler les mots, sa main se déplaçant protectrice vers son ventre. Emma était à l'école en ce moment, probablement en train de réviser ses tables de multiplication ou de lire sur les papillons, complètement inconsciente que quelqu'un l'avait observée. J'appelai Harper immédiatement, sans me soucier de qui pourrait écouter l'appel. Il répondit à la 2e sonnerie, et j'entendis la tension dans sa voix quand j'expliquais la situation. Prends ta famille et viens à la station maintenant. Ne fais pas de valise. Ne t'arrête nulle part.
viens juste. J'étais déjà en mouvement, prenant mon arme de service dans le coffre pendant que Sarah appelait l'école pour dire que nous venions chercher Emma plus tôt. Harper nous rencontra dans le parking sécurisé du sous-sol, sa composure habituelle fissurée. Il semblait plus âgé que ses 50 ans, une barbe grise sur la mâchoire comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. « On a un problème », dit-il, nous conduisant dans une salle de conférence éloignée de l'étage principal. Le capitaine Rivera était déjà là, ainsi que 2 hommes en costume que je ne reconnus pas, les affaires internes. Ils exposèrent la situation rapidement et brutalement. Quelqu'un à l'intérieur du département avait compromis non seulement ma couverture, mais 2 autres opérations en cours. Les relevés téléphoniques montraient des appels de notre ligne sécurisée vers un téléphone jetable retracé jusqu'à un cousin d'un des lieutenants de Tio. Ils ne dirent pas qui ils soupçonnaient, mais la manière dont Harper évitait mon regard m'en dit assez. Quelqu'un en qui j'avais confiance, quelqu'un qui savait pour la grossesse de Sarah et l'école d'Emma, nous avait vendu. Pourquoi? De l'argent, de la protection. Cela n'avait plus d'importance maintenant. Le capitaine Rivera me retira immédiatement de l'affaire. 3 mois de travail, des dizaines de transactions enregistrées, assez de preuves pour faire tomber les principaux acteurs, tout cela était maintenant sans valeur. Il ne pouvait pas risquer ma sécurité ni celle de ma famille, et il ne pouvait pas faire confiance à ce qu'une arrestation ne serait pas révélée à l'avance. Les détectives des affaires internes me posèrent des questions pendant 2 heures, passant en revue chaque interaction, chaque personne ayant eu accès à mes dossiers. As-tu remarqué quelque chose d'inhabituel? Quelqu'un t'a-t-il posé des questions sur ta famille récemment? Les questions ressemblaient à des accusations, comme si j'étais peut-être la fuite. Sarah était assise à côté de moi, Emma coloriant silencieusement sur ses genoux, toutes 2 dans une pièce sécurisée tandis que des étrangers décidaient de notre sort. Ils nous proposèrent une protection des témoins, une relocalisation temporaire, une toute nouvelle vie parce que quelqu'un portant un badge avait décidé que notre vie actuelle valait moins que ce qu'on lui avait payé. Nous passâmes cette nuit-là dans une maison sur du département, un appartement beige qui sentait le vieux tapis et la déception. Emma ne comprenait pas pourquoi nous ne pouvions pas rentrer à la maison, pourquoi elle ne pouvait pas récupérer son éléphant en peluche dans sa chambre. Sarah essaya de lui expliquer que c'était une aventure, mais les enfants sont intelligents. Emma savait que quelque chose n'allait pas. Je restais assis près de la fenêtre à regarder le parking, mon arme de service sur la table à côté de moi. Chaque phare me rendait tendu. Harper appela vers minuit pour dire qu'ils avaient exécuté des mandats d'urgence sur le lavage de voitures, essayant de sauver quelque chose de l'opération. Ils trouvèrent des zones de stockage vides, nettoyées. Tio et son équipe avaient disparu. La fuite leur avait donné amplement de temps pour s'échapper. Des mois de travail, le risque pour ma famille, tout cela pour rien. Le pire était de savoir que celui qui avait fait cela était probablement chez lui dans son propre lit, comptant son argent tandis que ma femme enceinte essayait de dormir sur un canapé inconnu. L'enquête sur la fuite traînait depuis des mois. Les affaires internes interrogèrent tout le monde ayant eu accès au dossier de l'opération, firent passer des détecteurs de mensonges à la moitié du département, examinèrent des relevés téléphoniques remontant à des années. Ils trouvèrent des dépôts suspects sur 2 comptes, tous 2 offshore, mais ne purent les lier définitivement à qui que ce soit. Les avocats du syndicat s'impliquèrent, protégeant les membres des chasses aux sorcières. La politique et la bureaucratie étouffèrent tout progrès réel. Pendant ce temps, nous vivions dans le flou. Je fus transféré au crime contre les biens, un travail de bureau où la chose la plus dangereuse était une coupure de papier. Sarah eut le bébé, notre fils Michael, dans un hôpital de l'autre côté de la ville où je dus montrer mon badge juste pour être dans la salle d'accouchement. Emma commença dans une nouvelle école avec des protocoles de prise en charge stricts et des boutons de panique pour ses enseignants. Nous déménageâmes dans un autre quartier, disant aux voisins que nous avions déménagé pour mon nouveau travail dans une compagnie d'assurance. 2 ans passèrent avant que j'apprenne la vérité. Et elle vint de l'endroit où je m'y attendais le moins. Harper avait pris sa retraite discrètement. Raison médicale, dirent-ils, bien qu'il ait eu l'air en bonne santé quand je l'ai vu à l'épicerie. Il m'évita d'abord, faisant semblant d'étudier les produits, mais la culpabilité a une manière de briser les gens. Il me trouva dans le rayon des céréales, Emma comparant les boîtes tandis que Michael somnolait dans le chariot. « J'ai besoin de te dire quelque chose, dit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure à propos de ce qui s'était passé avec l'opération du lavage de voiture. Je sentis Sarah se raidir à côté de moi, ses instincts protecteurs s'enflammant. Harper avait l'air brisé, plus petit que dans mon souvenir. Il nous parla de sa fille, de la manière dont elle s'était mêlée aux pilules à l'université,
de la manière dont la dette avait spirale vers les mauvaises personnes. Il l'avait menacée, avait des photos d'elle dans son appartement, connaissait son emploi du temps de cours. Ça te dit quelque chose ? Il jura qu'il ne leur avait donné que des informations sur les interdictions de livraison au début, les aidant à éviter certains itinéraires. Mais il continuait à insister, en voulant plus jusqu'à ce jour-là. Ils exigeaient des détails sur les opérations d'infiltration active. J'ai résisté, j'ai essayé de trouver une autre solution, mais ils lui ont montré une vidéo d'elle dans un café, inconsciente que quelqu'un était assis à 90 cm d'elle avec un pistolet dans sa veste. Alors je leur ai donné ton nom. Juste le tien, insista-t-il, comme si cela rendait les choses meilleures. Je ne savais pas qu'il s'en prendrait à ta famille. Je ne pensais pas qu'il se soucerait d'une femme enceinte et d'une enfant de 7 ans. Les mots se déversèrent tandis que les clients poussaient leurs chariots autour de nous, inconscients de la confession qui se déroulait entre les chariots et les cornflakes. Je voulais le frapper, crier, le traîner à la station sur le champ, mais Emma nous observait, déjà trop consciente de la rapidité avec laquelle le monde pouvait devenir dangereux. La main de Sarah trouva la mienne, la serrant assez fort pour me ramener à la réalité. Harper dit qu'il avait essayé de se dénoncer après, mais sa fille, ils avaient toujours un moyen de pression. Même maintenant, à la retraite et soi-disant en sécurité, je la vérifie tous les jours, me demandant quand la dette sera vraiment payée. Je signalai la conversation, bien sûr, la consigner correctement, fit ma déclaration à la nouvelle équipe des affaires internes. Ils me remercièrent pour l'information, dirent qu'ils regarderaient ça, mais Harper avait été malin. Pas d'enregistrement, pas de témoin à part ma famille, pas de preuve physique après 2 ans. Sa parole contre la mienne, et il était déjà hors de leur portée. Le syndicat protégerait sa pension, sa réputation. Sa fille était en sécurité maintenant, diplômée et travaillant à Seattle, loin de la portée de Phoenix. La dernière fois que j'ai entendu parler, le lavage de voitures avait été démoli. Un studio de fitness boutique avait pris sa place. L'organisation de Tio s'était dispersée, reformée sous une nouvelle direction. Le fentanyl coulait toujours à travers différents canaux. Le système s'était protégé comme il le fait toujours. Ils m'ont donné une médaille pour mon service, un beau certificat encadrable, et m'ont dit que l'affaire était close. Personne n'a été tenu responsable. Personne ne l'est jamais. Nous vivons toujours dans ce même quartier, maintenons nos histoires de couverture. Emma est maintenant au collège. Michael vient de commencer la maternelle. Certaines nuits, je me réveille et vérifie les serrures, jette un coup d'œil à travers les stores vers la rue. Sarah ne demande plus pourquoi. Elle sait que nous avons survécu, nous nous sommes adaptés, nous avons continué. Mais la confiance, c'est quelque chose qui est mort sur un parking de lavage de voiture un vendredi matin d'août. Et aucune quantité de temps ou de distance ne la ramènera. Épilogue mystique. Des années plus tard, des rumeurs persistent dans les quartiers sud de Phoenix. Tio n'a jamais été retrouvé, mais certains jurent l'avoir vu rôder près des anciens lavages de voitures, une silhouette floue dans la chaleur du désert, comme s'il cherchait encore à récupérer ce qu'il a perdu. Les murs ont des oreilles, chuchotent les anciens employés, et des yeux. Les nouveaux propriétaires du Clean Wave Auto Spa, maintenant un studio de yoga, rapportent des bruits étranges la nuit, des pas dans les couloirs vides, des chuchotements en espagnol, des rires étouffés. Comme si les fantômes des transactions passées refusaient de partir. Et parfois, quand le vent souffle juste avant l'aube, on dit que les machines à laver s'allument toutes seules, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait encore de nettoyer les taches du passé. Travailler au standard pour le département du shérif de Cedar Falls n'était pas exactement le travail de mes rêves, mais ça payait les factures pendant que je terminais ma licence en justice pénale. À 23 ans, je pensais avoir vu assez d'appels bizarres passer à la radio pour gérer n'importe quoi. Des conducteurs ivres prétendant être poursuivis par des voitures invisibles. Des accros à la méthamphétamine convaincus que les arbres leur parlaient. La folie habituelle des petites villes. Notre département était minuscule, juste le shérif Coleman et 3 adjoints couvrant environ 320 km² de terres agricoles et de forêts. La plupart des nuits, c'était juste moi et celui qui avait tiré le quart de nuit, maintenant la paix dans un endroit où la chose la plus excitante qui arrivait était des adolescents buvant de la bière derrière l'ancien silo à grains. Ce vendredi d'octobre commença comme un autre. Vincent Torres avait tiré le quart de nuit et c'était toujours mon adjoint préféré avec qui travailler. Là où les autres gars traitaient le standard comme une nuisance, Vincent me parlait vraiment, me racontait ses enfants, se plaignait de son ex-femme,
partageait des histoires de son temps dans l'armée. Il avait cette voix grave qui rendait même les contrôles routiers les plus banals importants. Et il ne me faisait jamais me sentir stupide quand je mélangeais les codes 10. Vers 23h, il appela pour dire qu'il se rendait à la propriété Hendrix, une vieille ferme abandonnée depuis peut-être 15 ans après que la famille avait déménagé en Floride. Nous avions reçu quelques appels concernant des lumières aperçues aux fenêtres, probablement juste des adolescents cherchant un endroit pour faire la fête. La propriété Hendrix se trouvait à environ 19 km en dehors de la ville, au bout d'une route de terre sinueuse que la plupart des gens avaient oubliée. La maison elle-même était une victorienne de 2 étages qui avait été belle autrefois, à l'époque où le vieux monsieur Rix cultivait du maïs et élevait du bétail, mais des années de négligence l'avaient transformée en quelque chose qui semblait sortir d'un film d'horreur. La peinture s'écaillait, les volets brisés pendaient à des angles étranges, et le porche avant s'affaissait comme une moue. Derrière la maison se dressait une immense grange rouge qui, d'une manière ou d'une autre, semblait encore plus menaçante que la maison. Son toit partiellement effondré et ses portes grandes ouvertes comme une bouche. Vincent plaisantait toujours en disant que l'endroit lui donnait la chair de poule, mais il prenait son travail au sérieux et ne se plaignait jamais d'avoir à patrouiller dans les zones les plus reculées. La radio grésilla à 23h47. Je m'en souviens parce que je regardais l'horloge, comptant les heures jusqu'à la fin de mon quart. La voix de Vincent arriva claire et professionnelle. Standard, ici l'unité 7. J'approche de la propriété Rix maintenant. On dirait qu'il y a une sorte de perturbation dans la zone de la grange. Je reconnus et demandai s'il avait besoin de renfort, mais il dit que c'était probablement juste des animaux ou des gamins qui s'amusaient. Sa voix semblait normale, peut-être un peu fatiguée, mais rien qui me ferait réfléchir à 2 fois avant de le laisser gérer ça seul. Cedar Falls était le genre d'endroit où la plus grande urgence était généralement le chat de Madame Patterson coincé dans un arbre. Donc, envoyer un adjoint vérifier des bruits étranges dans une ferme abandonnée semblait parfaitement raisonnable. 20 minutes passèrent sans un mot de plus de Vincent, ce qui n'était pas inhabituel puisqu'il était probablement en train de marcher autour de la propriété avec sa lampe torche, vérifiant les portes et les fenêtres. Mais ensuite, la radio s'anima avec une transmission qui me glaça le sang. Standard, il y a quelqu'un dans la grange. Peux-tu vérifier? Attends, c'est impossible. Sa voix avait complètement changé. Elle était tendue, forcée, comme s'il essayait de rester silencieux tout en essayant de comprendre ce qu'il voyait. Je demandai immédiatement des éclaircissements, mais tout ce que j'obtins fut du silence. Puis, environ 30 secondes plus tard, la voix de Vincent revint, à peine au-dessus d'un murmure. Il y a un homme là-dedans, mais il ne bouge pas correctement, comme si ses articulations étaient toutes de travers. Je sentis mon rythme cardiaque s'accélérer alors que je saisis le téléphone pour appeler le shérif Coleman, mais Vincent continua à parler, ses mots devenant plus rapides et plus paniqués. La transmission suivante arriva si doucement que je dus monter le volume au maximum. Standard, j'ai besoin que tu cherches qui vivait ici avant la famille Rix. Cet homme, il porte des vêtements des années 1940 ou 1950, et il est juste debout au milieu de la grange, fixant le mur. Mais voici le truc. Je peux voir à travers lui jusqu'aux planches brisées derrière lui. Mes mains tremblaient alors que je fouillais frénétiquement notre base de données, mais Vincent continua à parler, sa voix devenant de plus en plus agitée. Il s'est retourné et m'a regardé, et son visage, bon sang, son visage est complètement enfoncé d'un côté, comme si quelqu'un l'avait frappé avec une masse, mais il me sourit avec la moitié qui reste et il lève la main comme s'il voulait que je m'approche. Je parvins à trouver les registres de la propriété et découvris qu'un homme nommé Edgar Puy avait vécu sur cette terre dans les années 1940 avant de disparaître mystérieusement un soir d'hiver. Son corps n'avait jamais été retrouvé, mais des voisins avaient rapporté l'avoir vu marcher vers la grange la dernière fois que quelqu'un l'avait vu vivant. Quand j'essayais de transmettre cette information à Vincent, tout ce que j'entendis fut du grésillement. Puis, aussi clairement que le jour, la voix de Vincent revint une dernière fois. Il n'est pas seul. Il y en a d'autres qui sortent de l'ombre, et ils me regardent tous de la même manière. Ils sourient tous avec des visages brisés, et ils marchent vers moi comme s'ils voulaient me montrer quelque chose. La transmission s'interrompit complètement, me laissant avec rien d'autre que le son terrifiant du silence et de mon propre rythme cardiaque résonnant dans la salle de Standard vide. Pendant l'heure suivante, j'essayais toutes les 10 minutes de joindre Vincent à la radio tandis que le shérif Coleman et les 2 autres adjoints se précipitaient vers la propriété Hendrix. Quand ils arrivèrent enfin, ils trouvèrent la voiture de patrouille de Vincent exactement comme je l'avais entendue décrite plus tard. La portière du conducteur grande ouverte. Le moteur toujours en marche, la radio crépitant de grésillement.
sa caméra corporelle avait été éteinte à exactement minuit 23, juste 6 minutes après sa dernière transmission, et les images le montraient marchant vers l'entrée de la grange tout en murmurant quelque chose qui fit pâlir les officiers enquêteurs. La caméra capta ces derniers mots clairement, « Je sais que tu n'es pas réel, mais je ne peux pas m'empêcher de marcher vers toi. » Puis l'écran devint noir et Vincent Torres ne fut plus jamais revu, ne laissant derrière lui que des questions auxquelles personne à Cedar Falls ne voulait répondre. La police d'État intervint pour enquêter, amenant des chiens et des équipes de recherche qui peignèrent chaque centimètre de cette propriété pendant 3 jours d'affilée. Ils trouvèrent l'arme de service de Vincent à environ 6 mètres à l'intérieur de la grange, ainsi que son badge et sa radio, tous disposés en un cercle parfait dans la terre, comme si quelqu'un les avait soigneusement placés là. Mais ce qui mit vraiment tout le monde mal à l'aise, ce furent les empreintes de pas qu'ils découvrirent. Les bottes de Vincent menaient à l'intérieur de la grange, mais s'arrêtaient ensuite au milieu du sol, comme s'ils s'étaient tout simplement évaporés dans l'air. Autour de ces dernières empreintes, les enquêteurs trouvèrent des dizaines d'autres, certaines si anciennes qu'elles semblaient avoir été imprimées dans la terre il y a des décennies. L'équipe médico-légale prit des photos et des mesures, mais quand ils essayèrent de faire correspondre les empreintes avec des affaires de personnes disparues, ils trouvèrent des liens avec des disparitions remontant aux années 1940. Toutes des personnes qui avaient été vues pour la dernière fois près de la propriété Hendricks. Le shérif Coleman essaya de garder les détails secrets, mais les rumeurs se répandirent quand même dans la ville, comme le font toujours les commérages dans les petits endroits. Les gens commencèrent à partager des histoires sur la ferme Hendricks qui remontaient à des générations, des ouvriers disparus pendant la saison des récoltes, des vagabonds qui avaient demandé un abri et qu'on n'avait plus jamais revus. Même des enfants qui s'étaient lancés des défis pour passer la nuit là-bas et qui en étaient revenus changés s'ils en revenaient. Les résidents plus âgés se souvenaient de la disparition d'Edgar puis chuchotaient à propos d'autres qui avaient disparu près de cette grange au fil des ans. Madame Henderson, qui vivait le plus près de la propriété, avoua qu'elle entendait des voix venant de la direction de la grange les nuits calmes depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvenait, toujours comme si elles appelaient à l'aide. 3 mois après la disparition de Vincent, je quittai mon poste au département du shérif et déménageai à Phoenix pour terminer mes études. Je ne supportais plus d'entendre sa voix chaque fois que je fermais les yeux, ou la manière dont la radio captait parfois d'étranges transmissions tard dans la nuit, des chuchotements qui semblaient venir de sous terre ou des voix suppliant quelqu'un de venir les trouver. Le shérif Coleman prit une retraite anticipée et le département fut absorbé par le système du comté. Ils scellèrent la route de terre menant à la propriété Hendricks et posèrent des panneaux d'interdiction, mais cela n'empêcha pas les rapports occasionnels de lumière se déplaçant dans la grange la nuit ou le son de plusieurs moteurs de voitures de patrouille au ralenti au loin. La dernière fois que j'en ai entendu parler, ils avaient finalement démoli la grange après qu'un groupe d'enquêteurs paranormaux y avait disparu en 2019. Mais même maintenant, 5 ans plus tard, les gens prétendent encore voir la voiture de patrouille de Vincent garée le long des routes rurales tard dans la nuit, la portière du conducteur ouverte, la radio crépitant d'appels désespérés à l'aide qui ne reçoivent jamais de réponse. Je suis parti vivre dans une ville où je n'ai pas à penser aux fermes abandonnées ou aux adjoints disparus. Mais parfois, je me réveille encore au milieu de la nuit, jurant que j'entends la voix de Vincent passant par une radio qui n'existe pas, m'avertissant de l'homme au visage brisé qui attend toujours dans cette grange, souriant toujours, appelant toujours les gens à s'approcher pour qu'il n'ait plus à être seul. Épilogue mystique. Les habitants de Cedar Falls évitent désormais la route menant à l'ancienne propriété Hendricks. Même après la démolition de la grange, des lumières étranges apparaissent encore entre les arbres, comme des lanternes flottantes. Certains jurent avoir entendu des pas traînant dans la boue les nuits de pluie, comme si une procession invisible marchait vers un lieu de rendez-vous. Et les rares qui osent s'aventurer près des ruines racontent une histoire encore plus troublante, les empreintes de Vincent, celles qui s'arrêtent net dans la grange, réapparaissent parfois dans la terre fraîchement retournée, comme si le sol lui-même refusait d'oublier. Comme si la terre gardait la mémoire de ceux qui y ont disparu, et attendait que d'autres les rejoignent. Je travaille de nuit au poste de police de Millfield depuis environ 8 ans maintenant, et honnêtement, la plupart des cas se fondent dans une routine floue de paperasserie, de café qui a le goût d'huile de moteur, et de l'occasionnel conducteur ivre. Mais 2022 n'était pas différent, ou du moins, c'est ce que je pensais. Je suis l'officier Patricia Webb. Je suis dans la police depuis que j'ai obtenu mon diplôme de l'académie. Et à l'époque, je tirais ces quarts de nuit parce qu'ils payaient un peu plus et j'avais besoin de chaque centime pour aider ma mère avec ses factures médicales. Le poste dans notre ville n'est pas exactement animé. On parle d'un endroit où tout le monde se connaît, où la plus grande vague de criminalité pourrait être des adolescents qui couvrent le lycée de papier toilette. La plupart des nuits,
je m'assoyais là à lire des dossiers ou à rattraper des rapports, attendant que mon quart se termine à 6 heures. Le bâtiment lui-même est une vieille structure en briques des années 1960 avec des lumières fluorescentes qui bourdonnent constamment et un chauffage qui ne fonctionne jamais tout à fait, vous laissant soit en sueur, soit frissonnant selon la saison. C'était vers 2h30 un mercredi matin quand l'officier Martinez de la patrouille routière appela pour prévenir qu'il amenait quelqu'un. Il avait l'air fatigué, comme nous le sommes tous pendant ces heures mortes où votre corps veut dormir, mais vous vous forcez à rester éveillé. J'ai une femme ici, Patricia. Je l'ai trouvée en train de marcher le long de la route 45 à environ 5 km du centre. Elle est ivre, incohérente, et ne cesse de demander une officier féminine. Je me souviens avoir pensé que c'était probablement juste un autre cas de conduite en état d'ivresse. Peut-être quelqu'un dont la voiture était tombée en panne après une nuit de beuverie, ou une situation domestique où elle avait besoin de s'éloigner de chez elle. Martinez avait traité son lot de ces cas au fil des ans, et moi aussi. La femme dormirait probablement sa cuite dans la cellule de rétention, appellerait quelqu'un le matin, et ce serait tout. Je préparais la paperasserie habituelle, vérifiais que la cellule était propre, et mis une nouvelle cafetière en route. Notre poste a cette politique concernant les détenus, chaque fois que possible, une officier féminine s'occupe de l'admission et de l'interrogatoire, surtout si la personne le demande. Quand Martinez la fit entrer par la porte principale, je sus immédiatement que ce ne serait pas un cas de routine. La femme semblait avoir la quarantaine, avec des cheveux auburn jusqu'aux épaules, ébouriffés et humides de sueur malgré l'air frais de la nuit. Elle portait une robe à fleurs qui semblait chère, mais était froissée et tachée, comme si elle l'avait portée pendant des jours. Son maquillage était étalé, créant des traînées sombres sur ses joues. Mais ce qui me frappa le plus, ce furent ses yeux. Ils étaient d'un vert pâle, presque translucide, et ils dartaient autour de la pièce comme si elle voyait des choses qui n'étaient pas là. Elle ne cessait de s'enlacer elle-même, se balançant légèrement d'avant en arrière et émettant ces petits gémissements qui me rappelaient un animal blessé. Martinez me tendit son sac à main, un sac de créateur qui ne contenait aucune pièce d'identité, juste un peu d'argent, des bonbons à la menthe et un jeu de clés de voiture sans porte-clés. Elle dit s'appeler Jennifer, mais c'est tout ce que j'ai pu obtenir d'elle. Il me chuchota. Elle ne cesse de demander à parler à une femme. Elle dit qu'elle a besoin de dire quelque chose d'important à quelqu'un. Jennifer ne cessa de pleurer alors que je la conduisais à la salle d'interrogatoire. Ce n'étaient pas les sanglots dramatiques et bruyants auxquels on pourrait s'attendre de la part de quelqu'un d'ivre et de bouleversé. C'était plutôt ce pleur constant et silencieux qui semblait venir de quelque part au fond d'elle, comme si elle pleurait quelque chose de profond. Elle s'assit sur la chaise en métal en face de moi, son corps tout entier tremblant. Et pendant les 10 premières minutes, elle fixa simplement la table entre nous. La salle d'interrogatoire est petite et sans fenêtre, avec des murs beiges et cette même lumière fluorescente qui donne à tout le monde un air maladif. Je lui offris de l'eau, du café, lui demandai même si elle voulait que j'appelle quelqu'un pour elle, mais elle se contenta de secouer la tête et continua de pleurer. Puis soudain, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur, les larmes s'arrêtèrent. Elle leva les yeux vers moi avec ses étranges yeux verts, et toute sa démarche changea. Sa voix devint ferme, presque étrangement calme, et elle dit « Officier, j'ai besoin de vous dire où trouver un corps ». La manière dont elle le dit était si factuelle, si décontractée que pendant un moment, je crus avoir mal entendu. Ce qu'elle dit ensuite me donne encore des frissons quand j'y pense. Jennifer se pencha légèrement en avant, sa voix prenant une qualité méthodique, presque mécanique, comme si elle lisait un script qu'elle avait mémorisé parfaitement. Prenez l'autoroute 9 Nord pendant exactement 20,4 km jusqu'à ce que vous atteigniez l'ancienne station-service Saint-Clair, celle qui est abandonnée depuis 2003 avec l'enseigne rouillée pendue de travers. Elle marqua une pause, inclinant la tête comme si elle écoutait quelque chose que seule elle pouvait entendre. Tournez à gauche sur la route de terre directement en face de la station. Roulez exactement 244 mètres jusqu'à ce que vous voyez un chêne mort avec une branche épaisse qui se courbe vers le sol comme un doigt arthritique. La spécificité était dérangeante. Ce n'étaient pas des indications vagues que quelqu'un pourrait donner en état d'ivresse. Chaque détail était précis, calculé, comme si elle avait emprunté cette route des centaines de fois. Ses yeux ne quittèrent jamais les miens alors qu'elle continuait, et je me surpris à prendre un stylo pour tout noter, même si une partie de moi était convaincue que ce n'était que les divagations de quelqu'un qui avait trop bu. Mais quelque chose dans son ton, la certitude absolue dans sa voix, me fit continuer à écrire. Marchez 43 pas au nord-est depuis cet arbre, continua Jennifer, sa voix ne tremblant jamais. Vous arriverez à une petite clairière où l'herbe pousse en un cercle parfait.
Elle est plus verte là que partout ailleurs autour, comme si la terre en dessous était plus riche. Elle ferma les yeux un moment comme si elle visualisait la scène, puis les rouvrit et me fixa directement. Le corps est enterré à 1,2 m de profondeur, enveloppé dans une bâche bleue avec une corde jaune nouée en nœud de marin. La personne portait une chemise à carreaux rouges et un jean foncé. Il y a une alliance en argent à la main gauche et une petite cicatrice au-dessus du sourcil droit en forme de croissant de lune. Le niveau de détail était stupéfiant. Non seulement l'emplacement, mais aussi des descriptions physiques incroyablement spécifiques. Je continuais à écrire, mon stylo se déplaçant plus rapidement sur le bloc-notes, essayant de capturer chaque mot. La respiration de Jennifer était devenue plus profonde, plus rythmée, comme si elle était dans une sorte de transe. La pièce semblait plus froide d'une manière ou d'une autre, et je remarquai que la lumière fluorescente au-dessus de nous avait cessé son bourdonnement constant, créant un silence étrange rompu seulement par le grattement de mon stylo sur le papier. Puis, aussi abruptement qu'elle avait commencé, Jennifer cligna des yeux plusieurs fois comme si elle se réveillait d'un sommeil profond. Elle regarda autour de la pièce avec une confusion sincère, comme si elle ne se souvenait pas comment elle était arrivée là. Quand elle me vit assise en face d'elle avec mon bloc-notes rempli d'indications, son expression changea en une de bewilderment complet. « Qu'est-ce que je viens de dire ?» demanda-t-elle, sa voix petite et effrayée à nouveau. Rien de ce que je lui lus ne lui disait rien. Quand je commençai à relire ces indications détaillées, elle secoua vigoureusement la tête, pressant ses paumes contre ses tempes. « Je ne sais pas ce que cela signifie, murmura-t-elle. J'étais juste, je revivais quelque chose. Parfois, je vois des choses, je ressens des choses qui ne sont pas à moi. Je ne sais pas à qui appartiennent ces souvenirs, mais ils me viennent comme si je les avais vécus moi-même. » Elle me regarda avec ses yeux verts pâles maintenant remplis de terreur plutôt que de la étrange sérénité d'avant. « S'il vous plaît, ne me faites plus en parler. Je ne peux pas contrôler quand cela arrive, et cela me fait peur. » Elle serra les lèvres après cela, croisant les bras étroitement sur sa poitrine, et peu importe ce que je disais ou demandais, elle ne prononça plus un mot. Le reste de mon quart traînait dans une étrange brume d'incertitude. J'avais traité Jennifer pour ivresse publique, et au matin, sa sœur était venue la chercher. Une femme normale nommée Carole, qui s'excusa abondamment et expliqua que Jennifer luttait contre l'alcool et des épisodes depuis la mort de leur père 6 mois plus tôt. Carole semblait sincèrement gênée, disant que Jennifer avait parfois ses rêves vifs ou hallucinations quand elle buvait, qu'elle inventait des histoires élaborées qui lui semblaient réelles sur le moment. Alors qu'elle partait, Jennifer me regarda une fois en arrière, et je jure avoir vu de la reconnaissance dans ses yeux, comme si elle se souvenait de tout ce qu'elle m'avait dit, mais ne pouvait pas se résoudre à l'admettre. Je passais le trajet du retour ce matin-là à penser à ces indications, à l'incroyable spécificité de chaque détail qu'elle m'avait donné. Une partie de moi voulait les écarter comme les fantaisies de quelqu'un en train de faire une crise de nerfs, mais je ne pouvais pas chasser de mon esprit la manière dont elle avait décrit cette clairière, la manière dont elle savait exactement combien de pas faire depuis l'arbre. Quand je rentrais chez moi, au lieu d'aller directement me coucher comme je le faisais d'habitude, je m'assis à la table de la cuisine avec une tasse de café et ce bloc-notes, relisant tout ce que j'avais écrit. Pendant 3 jours, j'essayais de l'oublier. Je me disais que ce n'était que les divagations d'une femme ivre ayant une sorte de crise, que suivre cela serait une perte de temps et de ressources. Mais chaque moment de calme que j'avais, ces indications revenaient dans mon esprit. Je me surprenais à imaginer cette station-service abandonnée, cet arbre mort avec sa branche courbée, ce cercle parfait d'herbe anormalement verte. Le samedi, je mentionnais finalement cela au sergent Bennett lors de notre briefing, essayant de paraître décontracté. Et, on a eu une femme l'autre nuit qui donnait des indications assez spécifiques pour, eh bien, elle prétendait qu'il y avait un corps enterré quelque part hors de l'autoroute 9. Bennett leva un sourcil et me demanda de développer, alors je lui lus les indications de Jennifer mot pour mot. Il écouta sans m'interrompre et quand j'eus fini, il resta silencieux pendant un long moment. « Webb, dit-il finalement. C'est assez détaillé pour quelqu'un qui était soi-disant ivre et hallucinait. Tu penses qu'il y a une chance qu'elle disait la vérité ?» La question resta en suspens entre nous, et je réalisai que, au fond, je me posais la même question. Nous savions tous les deux que notre département recevait peut-être 1 ou 2 cas de meurtre par an, et la plupart d'entre eux étaient des situations domestiques où nous savions qu'il avait fait en quelques heures. Bennett décida que nous devrions au moins nous y rendre et jeter un coup d'œil, ne serait-ce que pour clore le sujet. Il assigna l'officier Stevens pour venir avec moi. Stevens était dans le département depuis 15 ans et avait un bon œil pour les détails. Le trajet vers l'autoroute 9 fut silencieux,
nous nous demandant probablement tous les deux si nous allions gaspiller notre après-midi à poursuivre les divagations d'une femme ivre. Mais quand nous atteignîmes le repère des 20,4 km, il y avait bien la station-service Saint-Clair abandonnée, exactement comme Jennifer l'avait décrite. L'enseigne rouillée pendait effectivement de travers, oscillant légèrement dans la brise, et directement en face se trouvait une route de terre étroite qui semblait n'avoir pas été utilisée depuis des années. Stevens et moi échangeâmes un regard, et je pus voir qu'il pensait la même chose que moi. La première partie de ces indications avait été exacte. Nous tournâmes sur la route de terre, et je surveillais attentivement l'odomètre. À exactement 244 mètres, nous tombâmes sur une clairière où un énorme chêne mort se dressait, sa branche épaisse se courbant vers le bas d'une manière qui ressemblait effectivement à un doigt arthritique. La similitude avec la description de Jennifer était troublante, et je sentis une étrange sensation de picotement à la base de ma nuque, comme si quelqu'un nous observait, bien que nous soyons clairement seuls. Stevens et moi sortîmes de la voiture de patrouille et marchâmes vers le nord-est depuis l'arbre, comptant soigneusement nos pas. Au 43e pas, nous entrâmes dans une petite clairière qui nous fit nous arrêter net. Là, exactement comme Jennifer l'avait décrit, se trouvait un cercle parfait d'herbe qui était visiblement plus verte et plus luxuriante que la végétation autour. Le cercle faisait peut-être 2,4 mètres de diamètre, et l'herbe à l'intérieur poussait épaisse et vibrante, tandis que tout à l'extérieur du cercle semblait normal pour la fin mai, un peu sec, un peu jauni par la chaleur. Stevens s'agenouilla et passa sa main dans l'herbe, puis me regarda avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. « Patricia, dit-il doucement. Cette herbe pousse comme s'il y avait de l'engrais en dessous, comme s'il y avait quelque chose qui se décomposait dans le sol. » Nous restâmes là un moment, fixant ce cercle d'herbe anormalement verte, et je sentis un frisson me parcourir l'échine malgré le soleil chaud de l'après-midi. Tout ce que Jennifer nous avait dit s'avérait exact, jusqu'au moindre détail. Stevens sortit son téléphone et appela Bennett, expliquant ce que nous avions trouvé. En moins d'une heure, nous avions 3 unités supplémentaires sur place, et Bennett avait contacté le département du shérif du comté pour demander leurs chiens renifleurs de cadavres. L'attente pour les chiens sembla durer une éternité. Nous coordonnâmes la zone et prîmes des photographies, documentant tout exactement comme nous l'avions trouvé. Bennett arriva avec la détective et du comté, une femme qui avait travaillé sur des dizaines d'affaires d'homicide et avait cette attitude sans compromis qui me faisait habituellement me sentir confiante. Mais même elle semblait troublée par la précision des indications de Jennifer et la manière dont elle nous avait mené droit à cette parcelle de terrain suspecte. En 23 ans, me dit et pendant que nous attendions, je n'ai jamais eu quelqu'un qui entrait dans un poste de police et fournissait ce niveau de détail sur une scène de crime potentiel. Habituellement, quand quelqu'un avoue ou fournit des informations, il y a des incohérences, des lacunes, des choses qui ne collent pas, mais ça, elle fit un geste vers le cercle vert. C'est soit l'œuvre de quelqu'un qui était directement impliqué dans ce qui s'est passé ici, soit quelque chose que je ne peux pas expliquer. Les chiens arrivèrent vers 16 heures. 2 bergers allemands dressés spécifiquement pour la détection de cadavres, manipulés par l'officier Miller de la police d'État. Je regardais pendant qu'ils travaillaient la zone, et en moins de 5 minutes, les 2 chiens alertaient exactement au centre de ce cercle vert. Miller nous regarda avec un air sombre et hocha la tête. « Il y a définitivement des restes humains là-dessous, dit-il. Ces chiens ne donnent pas de faux positifs sur quelque chose d'aussi clair. » L'excavation commença le lendemain matin, et j'étais là quand ils trouvèrent exactement ce que Jennifer avait décrit. À 1,2 mètre de profondeur, enveloppé dans une bâche bleue sécurisée avec une corde jaune nouée en ces nœuds de marin distinctifs qu'elle avait mentionnés. À l'intérieur se trouvait le corps d'un homme, probablement dans la quarantaine, portant une chemise à carreaux rouges et un jean foncé. L'alliance en argent était à sa main gauche, et quand le médecin légiste examina soigneusement le crâne, il y avait effectivement une petite cicatrice en forme de croissant de lune au-dessus du sourcil droit. Chaque détail que Jennifer avait fourni dans cette salle d'interrogatoire était exact. La victime fut identifiée comme Bradley Foster, un ouvrier du bâtiment local qui avait été porté disparu par sa femme 8 mois plus tôt. Il avait disparu après être parti d'un bar un soir, et malgré des recherches approfondies, aucune trace de lui n'avait jamais été retrouvée. L'affaire était devenue froide sans suspect ni piste. Maintenant, soudainement, nous avions un corps et un lieu d'inhumation que quelqu'un avait décrit avec une précision impossible. La détective interrogea la sœur de Jennifer, Carol, qui confirma que Jennifer n'avait jamais rencontré Bradley Foster et n'avait aucun lien avec lui ou sa disparition. Il n'y avait aucune preuve la reliant au crime, aucun mobile, aucune opportunité. Elle vivait à 3 états de là quand Bradley avait disparu. L'affaire reste officiellement non résolue à ce jour.
Nous avons trouvé le corps de Bradley Foster grâce à des informations fournies par une femme qui, à tous égards, n'avait aucun moyen de savoir où il était enterré ou comment il était habillé quand il est mort. Jennifer elle-même n'a aucun souvenir d'avoir fourni ces indications. Et chaque fois que les enquêteurs ont essayé de l'interroger davantage, elle a maintenu qu'elle avait simplement revécu quelque chose qui n'était pas son expérience. Le médecin légiste a déterminé que Bradley était mort d'un traumatisme crânien contondant, probablement causé par un marteau ou un outil similaire, mais nous n'avons jamais trouvé l'arme du crime ni identifié un suspect. Jennifer a déménagé de la région environ un mois après la découverte, et autant que je sache, elle n'a jamais eu un autre épisode comme celui-là. J'ai repensé à cette nuit des milliers de fois au fil des ans, essayant de comprendre ce qui s'est passé dans cette salle d'interrogatoire. Jennifer était-elle d'une manière ou d'une autre liée au meurtre d'une manière que nous n'avons jamais découverte? A-t-elle été témoin de quelque chose et refoulé le souvenir jusqu'à ce que l'alcool le fasse ressurgir? Ou y avait-il autre chose en jeu? Quelque chose au-delà de ma compréhension? Tout ce que je sais avec certitude, c'est qu'une famille en deuil a obtenu une closure qu'elle n'attendait pas, grâce à des informations fournies par une femme qui prétendait simplement revivre les souvenirs de quelqu'un d'autre. Je travaille toujours de nuit au poste de police de Millfield. Et parfois, pendant ces heures calmes avant l'aube, je me surprends à me demander quels autres secrets sont enterrés dans les endroits où nous n'avons jamais pensé à regarder. Épilogue mystique. Des années après l'affaire, des rumeurs persistent à Millfield. Certains disent que l'esprit de Bradley Foster hante encore la clairière où son corps a été retrouvé. Les promeneurs nocturnes rapportent avoir vu une silhouette en chemise à carreaux rouges se tenant près de l'arbre mort, comme si elle attendait quelqu'un. D'autres jurent avoir entendu des chuchotements dans le vent, des phrases incompréhensibles en boucle, comme si une voix essayait désespérément de transmettre un message. Et parfois, quand la lune est pleine, l'herbe dans le cercle vert brille faiblement, comme si la terre elle-même gardait la mémoire de ce qui s'y est passé. Comme si le sol refusait d'oublier. Travailler sur les crimes contre les biens n'était pas exactement ce que j'avais imaginé quand j'ai rejoint la police il y a 3 ans. À 26 ans, je pensais que je courais après de vrais criminels, pas que je cataloguerais des bijoux volés dans des mont-de-piété et que je rédigerais des rapports sur des vols de vélo. Mais me voilà, assis dans la salle des preuves au sous-sol un jeudi après-midi de septembre, entouré de boîtes d'objets confisqués qui sentaient la cigarette et le désespoir. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de moi, donnant à tout une lueur jaune maladive qui faisait même paraître les bijoux en or terni. J'avais été affecté à ce service depuis 8 mois, et la plupart des jours se fondaient dans un brouillard de numéros de série et d'étiquettes de propriété. La ville avait intensifié ses efforts contre les opérations de recel, ce qui signifiait plus de travail pour moi, triant d'innombrables sacs de montres, de bagues et de chaînes que les gens avaient mis en gage pour de l'argent rapide. J'avais développé un système au fil des mois. Prendre une photo, peser l'objet, vérifier les marques d'identification, puis le sceller dans son propre sachet avec un numéro de dossier. La répétition était assommante, mais ça payait les factures et me tenait occupé pendant que j'attendais que quelque chose de mieux se présente. Mon superviseur, le sergent Collins, m'avait promis un transfert aux enquêtes avant Noël si je gardais la tête basse et faisais du bon travail. Alors me voilà, faisant exactement cela quand je pris un délicat collier en argent qui allait changer tout ce que je pensais savoir sur les affaires classées. Le collier en lui-même n'avait rien de spécial, juste une fine chaîne avec un petit pendentif sur lequel des initiales étaient gravées. KM en écriture cursive entourée de petites fleurs. L'argent avait cette légère teinte ternie qui vient d'être portée régulièrement, et il y avait une petite bosse à l'arrière du pendentif, comme s'il était tombé sur du béton. Mais quelque chose à propos de ces initiales me fit pause. Kilomètres. Je les avais vues récemment. Quelque part dans les dossiers que j'avais examinés. Les affaires de personnes disparues de l'année dernière avaient fait partie de ma rotation de formation, et je me souvenais d'avoir passé des heures à les lire, essayant de comprendre comment fonctionnaient les enquêtes. Catherine Monroe. C'était ça. Une enseignante de 28 ans qui avait disparu en rentrant du travail un soir de septembre. L'affaire avait été classée sans suite après 3 mois sans piste ni corps retrouvé. Je lançais le dossier numérique de l'affaire sur mon ordinateur, mon pouce accélérant alors que je faisais défiler les détails. Catherine Monroe, cheveux blonds, yeux bruns, vue pour la dernière fois portant un collier en argent avec ses initiales. La description était vague, mais le timing correspondait. Elle avait disparu il y a 11 mois, et les mont-de-piété étaient notoires pour garder les objets pendant exactement cette durée avant de les mettre en vente. Les photos jointes montraient une femme souriante aux yeux gentils debout devant ce qui semblait être un tableau d'affichage de classe.
Elle avait été portée disparue par sa colocataire quand elle n'était pas rentrée de son travail à l'école primaire Lincoln. L'officier enquêteur avait été minutieux, interrogeant les collègues, vérifiant ses trajets habituels, tirant même les vidéos de surveillance des commerces à proximité. Mais après 3 mois sans percer dans l'affaire, elle avait été officiellement suspendue en attendant de nouvelles preuves. Quand j'apportai le collier à l'attention du sergent Collins, il leva à peine les yeux de sa paperasse. Il était un homme de grande taille dans la cinquantaine qui avait vu tous les types d'affaires imaginables, et son expression resta inchangée alors que je lui expliquai la connexion potentielle. Ça pourrait être les initiales de n'importe qui, Rodriguez, dit-il, utilisant mon nom de famille de la manière dont il le faisait toujours quand il voulait me rappeler ma place dans la hiérarchie du département. La moitié des fans de cette ville ont probablement ces initiales. De plus, cette affaire a été travaillée à mort par le détective Whittaker. Pas de relation, orthographe différente, et il est bon dans ce qu'il fait. S'il y avait eu quelque chose là-bas, il l'aurait trouvé. Mais je ne pouvais pas laisser tomber aussi facilement. La coïncidence semblait trop forte, et quelque chose dans les photos du dossier de Catherine Monroe continuait à me hanter. Collins écarta mes préoccupations d'un geste de la main et me dit de me concentrer sur le travail pour lequel j'étais réellement payé. Ce soir-là, je ramenai le dossier chez moi, ce qui était techniquement contraire à la politique, mais pas rare pour les officiers essayant de se faire remarquer. Je répandis les documents sur ma table de cuisine et étudiai chaque détail sous la lumière chaude de ma lampe de bureau. Catherine était une enseignante dévouée, appréciée de ses élèves et collègues. Elle vivait seule après que sa colocataire était partie, travaillait tard la plupart des soirs à corriger des copies ou préparer des cours. La nuit où elle avait disparu, elle était restée jusqu'à presque 19 h, ce qui n'était pas inhabituel pour elle. Les caméras de sécurité l'avaient filmée quittant le bâtiment de l'école, mais elle avait disparu quelque part entre là et son appartement à 6 pâtés de maison. Ce qui me frappa le plus fut un détail enfoui dans les déclarations des témoins. Un concierge de l'école mentionna avoir vu Catherine parler à quelqu'un sur le parking, mais il faisait trop sombre pour distinguer qui c'était. La percée vint quand je commençais à croiser les registres du mont-de-piété avec les dossiers du personnel du département. Le propriétaire du mont-de-piété, un homme nerveux nommé Pet Kowalski, tenait des registres méticuleux de chaque transaction, y compris des photocopies des pièces d'identité et des dates de transaction. Le collier avait été mis en gage par quelqu'un nommé Michael Torres exactement 10 mois plus tôt, soit 1 mois après la disparition de Catherine. Le nom ne me disait rien au début, mais quand je le passai dans notre base de données des employés, je trouvai une correspondance qui me serra l'estomac. Michael Torres avait travaillé dans notre département des preuves pendant 12 ans avant de prendre une retraite anticipée 6 mois plus tôt. Il était celui qui était responsable de la catalogation des preuves des grandes affaires, y compris les enquêtes sur les personnes disparues. La chronologie était trop parfaite pour être ignorée. Il aurait eu accès aux détails de l'affaire de Catherine, y compris la description de son collier, juste au moment où celui-ci aurait soi-disant atterri dans ce mont-de-piété. Je passai le week-end à rechercher tout ce que je pouvais trouver sur Torres. Les registres publics montraient qu'il vivait seul dans une modeste maison sur Elm Street, à environ 15 minutes de la station. Il n'avait jamais été marié, pas d'enfant, et son dossier de personnel était propre, à part quelques actions disciplinaires mineures pour des retards et de la paperasse bâclée. Mais ce qui attira vraiment mon attention fut son emploi du temps pendant l'enquête sur Catherine. Il avait été affecté à la réception des preuves pendant cette période exacte, ce qui signifiait que chaque pièce de preuve physique de son affaire serait passée par son département. Plus je creusais, plus je devenais convaincu que ce n'était pas une simple coïncidence. Torres avait l'accès, l'opportunité, et maintenant j'avais une preuve physique le reliant à la victime. La question était de savoir si je pouvais le prouver sans l'alerter de mon enquête. Le lundi matin, je pris la décision de rendre visite à Torres sous prétexte de suivre des procédures anciennes de gestion des preuves. Je dis à Collins que je révisais les protocoles de réception des biens, ce qui n'était pas entièrement un mensonge, et il me congédia sans grand intérêt. Torres vivait dans un quartier plus ancien où les maisons étaient serrées les unes contre les autres, séparées par des allées étroites et des clôtures en chêne. Sa maison était une petite maison de style ranch peinte d'une nuance de jaune lait avec des buissons envahis bloquant la plupart des fenêtres avant. La cour était mal entretenue et des journaux s'entassaient sur le porche avant, comme s'il ne ramassait pas son courrier régulièrement. Quand je frappai à la porte, il fallut plusieurs minutes avant que j'entende des pas approcher. L'homme qui répondit était mince et pâle, avec des cheveux grisonnants et des yeux nerveux qui dartèrent au-delà de moi vers la rue avant de se poser sur mon badge. Torres m'invita à entrer avec ce genre de politesse forcée que les gens utilisent quand ils essaient trop fort de paraître normaux.
Le salon était faiblement éclairé et encombré de piles de magazines et de contenants de nourriture à emporter. Mais ce fut le papier peint qui me donna l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. Des fleurs bleues fanées sur un fond crème avec un motif complexe que j'avais vu auparavant dans le dossier de l'affaire de Catherine Monroe. Sur l'une des photos de la scène de crime de son appartement, elle se tenait devant ce papier peint exact lors d'une fête d'anniversaire quelques semaines avant sa disparition. Le papier était assez distinctif pour que ce ne puisse pas être une coïncidence. Le même fabricant, le même motif, même la même légère décoloration autour des bords où l'humidité l'avait endommagé. Torres m'observait attentivement alors que je prenais en compte la pièce, et je pouvais dire qu'il essayait de jauger si j'avais remarqué quelque chose d'inhabituel. Je parvins à garder mon calme et passer par l'émotion de poser des questions sur les procédures de preuve. Mais mon esprit tournait à plein régime. Le papier peint avait été enlevé de l'appartement de Catherine après que son propriétaire avait rénové l'endroit, selon les notes de l'affaire. D'une manière ou d'une autre, Torres s'en était procuré et l'avait installé dans sa propre maison comme une sorte de trophée tordu. Alors que nous parlions, je remarquai d'autres détails qui me firent frissonner. Une tasse à café sur le comptoir de la cuisine qui correspondait à l'ensemble décrit dans la liste des biens manquants de Catherine. Une petite figurine en céramique sur le manteau de la cheminée qui semblait identique à celle mentionnée dans la déclaration de sa colocataire. Torres semblait se détendre alors que notre conversation continuait, pensant probablement qu'il m'avait réussi à me tromper en me faisant croire que ce n'était qu'une visite de routine. Mais chaque objet que je reconnaissais du dossier de l'affaire construisait un cas plus solide contre lui dans mon esprit. Quand je quittai enfin sa maison, je me rendis directement à la station et sortis chaque pièce de preuve de l'affaire de Catherine. Le détail du papier peint avait été documenté mais jamais enquêté. Ce n'était qu'une information de fond sur une photo, quelque chose que le détective original avait noté mais pas poursuivi. Je passais des heures à comparer les photos de la scène de crime à ce que j'avais vu dans le salon de Torres, et la correspondance était indéniable. Plus important encore, je trouvais des images de sécurité du parking de l'école que l'enquête originale avait manqué. Un angle de caméra qui montrait la voiture de Catherine toujours sur le parking à 19h15, mais montrait aussi le camion de Torres garé à proximité. L'horodatage prouvait qu'il était là pendant la fenêtre où elle avait disparu, malgré le fait qu'il n'ait jamais été interrogé comme témoin potentiel. L'arrestation se déroula sans accroc 3 jours plus tard. Torres ne résista pas quand nous arrivâmes avec le mandat. Et une fois qu'il réalisa que nous l'avions coincé, il avoua tout. Il était obsédé par Catherine depuis des mois, suivant sa routine, étudiant son dossier d'affaires pour en apprendre plus sur elle. La nuit où elle disparut, il l'avait abordée sur le parking et convaincu de le laisser l'aider à charger des cartons dans sa voiture. De là, il l'avait maîtrisée et emmenée chez lui, où il l'avait gardée pendant 2 jours avant qu'elle ne meure en essayant de s'échapper. Il avait enterré son corps dans les bois derrière sa propriété et lentement déplacé ses affaires dans sa maison au cours des semaines suivantes. Le collier était censé être son dernier trophée, mais il avait paniqué quand il avait eu besoin d'argent et l'avait mis en gage sans penser à la trace papier. Les restes de Catherine furent récupérés cette même semaine, donnant à sa famille la closure qu'elle recherchait depuis si longtemps. Torres plaida coupable pour éviter la peine de mort et fut condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Parfois, je me demande si j'aurais remarqué la connexion si je n'avais pas travaillé seul ce jour-là, ou si Jenny avait été là pour me distraire. Mais je suis reconnaissante d'avoir fait confiance à mes instincts et de ne pas avoir laissé le sergent Collins me dissuader de suivre cette piste. Cela m'a appris que parfois, les plus petits détails peuvent faire éclater les plus grandes affaires. Épilogue mystique. Des années après l'arrestation de Torres, des rumeurs circulent encore dans le quartier où il vivait. Certains jurent avoir vu une silhouette féminine près des bois derrière sa ancienne maison, comme si Catherine errait encore, incapable de trouver la paix. D'autres disent que les objets volés et les colliers, les bagues, les petites figurines réapparaissent parfois dans les mont-de-piété locaux, comme si Torres, même depuis sa cellule, continuait à les collectionner, d'une manière ou d'une autre. Et les nuits de vent, on entend parfois des chuchotements près de l'ancienne scène de crime, des phrases incompréhensibles en boucle, comme si une voix essayait désespérément de transmettre un message. Comme si l'écho des souvenirs de Catherine refusait de s'éteindre. Vous savez, certaines nuits sont différentes dès le début de votre quart. Comme si l'air lui-même retenait son souffle, attendant que quelque chose tourne mal. C'est exactement ainsi que la nuit du jeudi a commencé pour moi. Je suis l'officier Nat Callahan, et je travaille en patrouille dans le Missouri rural depuis environ 8 ans. Et laissez-moi vous dire que j'ai vu ma part d'appels bizarres, mais ce qui s'est passé au vieux motel Starlight cette nuit-là me hante encore.
J'avais 34 ans à l'époque, vivant seul dans un petit appartement au-dessus du magasin de quincaillerie de la rue principale, passant la plupart de mon temps soit au travail, soit au bar de Murphy, essayant d'oublier le travail. Le divorce avait été finalisé 6 mois plus tôt, et j'étais encore en train de m'adapter au silence qui remplissait mes soirées. Mon partenaire Jake avait appelé malade ce jour-là, donc je roulais seul sur les routes de campagne où les tours de téléphone sont rares et où les renforts sont à 20 minutes en cas de besoin. L'appel est arrivé vers 23h47 de la centrale. La voix de la vieille Betty crépitant à la radio comme elle le faisait toujours quand elle était nerveuse. Unité 23, nous avons des rapports de perturbation au vieux motel Starlight sur la route du Comté 15. L'appelant dit qu'il y a une femme là-bas qui agit bizarrement, peut-être sous l'emprise de substances. Je connaissais bien ce motel. Il était fermé depuis 3 ans après la mort du propriétaire, laissant derrière lui un témoignage décrépit de temps meilleurs. L'enseigne au néon scintillait encore de temps en temps, projetant des ombres rouges étranges sur le parking vide rempli de mauvaises herbes et de verres brisés. Les enfants du coin l'utilisaient parfois pour des fêtes, mais la plupart du temps, il était juste là, comme un monument à la décadence. Alors que je me garais sur le parking en gravier, mes phares balayèrent le bâtiment de 2 étages avec sa peinture écaillée et ses fenêtres condamnées. L'endroit m'avait toujours donné la chair de poule, même en plein jour. Mais cette nuit-là, il semblait particulièrement sinistre. C'est alors que je la vis pour la première fois, une silhouette se déplaçant de manière erratique près de l'ancienne machine à glace à côté du bureau. Elle était pieds nus, vêtue de ce qui semblait être une blouse d'hôpital qui avait connu des jours meilleurs, et ses cheveux étaient emmêlés contre sa tête comme si elle avait couru à travers des ronces. Même de loin, je pouvais voir qu'elle se parlait à elle-même, gesticulant de manière sauvage vers quelque chose que seule elle pouvait voir. J'éteignis le moteur et sortis lentement, gardant ma main près de mon arme de service mais sans la dégainer encore. « Madame, je suis l'officier Callahan du département du shérif du comté, appelez-je, ma voix portant à travers le parking vide. J'ai juste besoin de vous parler 1 minute. » Elle cessa de bouger immédiatement, sa tête se tournant vers moi avec une rapidité contre nature qui fit dresser les poils sur ma nuque. Pendant un moment, nous nous fixâmes simplement l'un l'autre à travers peut-être 15 mètres de bitume fissuré, et je pourrais jurer avoir entendu sa respiration même de cette distance. Ce qui se passa ensuite me prit complètement au dépourvu. Au lieu de répondre ou même de reconnaître ma présence de manière normale, elle laissa échapper un son. Pas tout à fait un cri, pas tout à fait un rire, mais quelque chose entre les deux qui me donna la chair de poule. Puis elle se mit à courir non pas vers la route où la plupart des gens auraient fui, mais plus profondément dans le complexe du motel, disparaissant derrière le bâtiment où se trouvait l'ancienne piscine. J'aurais dû appeler des renforts tout de suite. J'aurais dû attendre une autre unité. Mais quelque chose dans son état me fit penser qu'elle pourrait se blesser si je n'agissais pas vite. La manière dont elle bougeait, la blouse d'hôpital, les pieds nus, elle était clairement en crise médicale. Je saisis ma lampe torche et ma radio, mettant rapidement à jour la centrale sur la situation tout en commençant la poursuite. Unité 23. Le sujet est une femme blanche, environ 20-30 ans, vêtue d'une tenue d'hôpital, actuellement en fuite à pied derrière la structure du motel, demande des renforts, mais je procède au contact. La réponse de Betty fut brouillée par des parasites, mais j'en attrapais assez pour savoir que de l'aide était en route. L'arrière du motel était encore plus délabré que l'avant, si c'était possible. Des morceaux de béton étaient tombés du passage du 2e étage, créant un parcours d'obstacles de débris qui craquaient sous mes bottes. L'ancienne piscine avait été vidée depuis des années et servait maintenant de point de collecte pour les ordures et les feuilles mortes, créant une odeur putride qui vous frappait comme un mur. Mon faisceau de lampe torche coupait à travers l'obscurité, balayant d'avant en arrière alors que j'essayais de localiser la femme. Le silence était absolu à part le bourdonnement lointain de l'autoroute et le craquement occasionnel du bâtiment qui se stabilisait. Je pouvais sentir mon rythme cardiaque s'accélérer. Pas par peur exactement, mais par cette conscience accrue que vous développez après des années à ne pas savoir dans quoi vous marchez. Chaque ombre semblait pouvoir cacher quelqu'un. Et la manière dont le vent sifflait à travers les fenêtres brisées au-dessus faisait que cela ressemblait à des chuchotements. Je continuais à penser à la manière dont elle s'était déplacée. Cette manière saccadée, imprévisible qui hurlait crise de santé mentale ou overdose de drogue. Je trouvais des signes de son passage assez facilement. Des empreintes de pas mouillées sur le béton où elle avait marché dans des flaques et quelques gouttes de ce qui semblait être du sang près de l'ancienne cabane de maintenance. La porte de la cabane était grande ouverte, grinçant sur ses charnières rouillées, et je pouvais voir des motifs de poussière dérangés sur le sol à l'intérieur, mais elle n'y était pas. Ma radio grésilla avec une mise à jour de la centrale,
mais les parasites rendirent impossible de comprendre, ce qui n'était pas inhabituel pour cette zone morte derrière le bâtiment. J'étais complètement seul jusqu'à l'arrivée des renforts. C'est alors que je remarquai l'ancienne enseigne du motel gisant partiellement effondrée contre le mur arrière. L'une de ces grandes enseignes de bord de route avec la structure métallique encore intacte, mais la plupart des lettres manquantes. Quelque chose chez elle semblait faux, comme si elle avait été dérangée récemment. Des fils pendaient des endroits où les connexions électriques étaient autrefois, et certains d'entre eux semblaient avoir été délibérément arrachés plutôt que simplement détériorés avec le temps. Je m'approchai de l'enseigne avec prudence, ma lampe torche révélant plus de ces empreintes de pas mouillées menant droit à elle, puis plus rien. C'était comme si elle avait simplement disparu dans l'air. La partie logique de mon cerveau passait en revue les possibilités. Peut-être qu'elle avait fait demi-tour pendant que je vérifiais la cabane, peut-être qu'elle avait trouvé un moyen d'entrer dans le bâtiment lui-même. Mais debout là dans l'obscurité, entouré par l'odeur de la décadence et le son du métal gémissant dans le vent, la logique semblait assez loin. J'étais sur le point de radio pour une recherche de périmètre plus large quand je l'entendis. Un doux grattement venant de quelque part au-dessus de moi. Pas le craquement aléatoire d'un vieux bâtiment, mais quelque chose de délibéré et rythmique, comme si quelqu'un traînait quelque chose de lourd sur du béton. J'inclinai la tête en arrière et balayai le passage du deuxième étage avec ma lampe torche, mais le surplomb bloquait la plupart de ma vue. Le grattement cessa le moment où ma lumière toucha la zone. C'est alors que chaque instinct que j'avais développé en 8 ans de travail de policier commença à me crier de retourner à ma voiture de patrouille et d'attendre des renforts. Mais je ne pouvais pas simplement partir en sachant qu'il y avait quelqu'un en crise là-haut, peut-être blessé et définitivement dans le besoin d'aide. Je trouvai l'escalier extérieur à l'autre bout du bâtiment. Des marches en béton avec une rampe métallique qui semblait solide malgré la rouille. Chaque pas semblait résonner plus fort qu'il ne l'aurait dû dans l'air calme de la nuit. À mi-hauteur, je pouvais voir le passage clairement. Un long couloir avec des chambres d'un côté et un mur en béton de la taille de l'autre donnant sur le parking. La plupart des portes des chambres étaient scellées avec du contreplaqué, mais quelques-unes pendaient ouvertes dans l'obscurité. Le grattement reprit alors que j'atteignais le sommet, et cette fois je pouvais dire qu'il venait de l'extrémité éloignée du passage près de ce qui était autrefois le bureau du motel. Je commençais à me déplacer dans cette direction. Mon faisceau de lampe torche dansant devant moi quand je réalisais quelque chose qui fit se serrer ma poitrine. Les empreintes de pas mouillées que j'avais suivies n'étaient pas juste de flaques. Elles étaient trop sombres, trop épaisses. C'était du sang. La piste de sang me conduisit le long de ce long passage, porte après porte condamnée. Chacune couverte de graffitis et de peintures écaillées qui ressemblaient à des croûtes dans le faisceau de ma lampe torche. J'étais à peut-être 6 mètres de la fin quand le grattement cessa complètement, ne laissant que le son de ma propre respiration et le lointain grondement d'un camion sur l'autoroute. Ma radio était complètement morte là-haut, juste des parasites et des éclats occasionnels de charabia incompréhensibles. J'appelai à nouveau, plus fort cette fois. « Madame, je suis là pour vous aider. Je peux voir que vous êtes blessée et je veux vous obtenir une assistance médicale. » Le silence qui suivit fut si complet qu'il semblait que le monde entier avait arrêté de respirer. Puis j'entendis quelque chose qui fit se contracter chaque muscle de mon corps, un son humide et rythmique comme quelqu'un mâchant venant de la dernière chambre sur la gauche. La porte pendait à moitié de ses gonds, ne révélant rien d'autre qu'une obscurité absolue au-delà. La piste de sang disparaissait juste dans cette porte. Je dégainai mon arme alors, la gardant basse mais prête, et m'approchai de la chambre avec chaque once de formation tactique dont je me souvenais. L'odeur me frappa en premier, un mélange de rouille, de décadence et de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas identifier, mais qui me fit tordre l'estomac. Alors que je m'approchais, je pouvais voir que quelqu'un avait travaillé sur quelque chose à l'intérieur de cette chambre. Il y avait des marques d'outils fraîches sur le cadre de la porte, et ces fils électriques de l'enseigne étaient enroulés juste à l'intérieur du seuil comme un serpent attendant de frapper. Je me présentai une fois de plus fort et plus autoritaire. Département du shérif, je vous demande de sortir avec les mains visibles. Le son humide de mastication cessa immédiatement, remplacé par ce qui semblait être des gémissements ou peut-être des sanglots. J'allumai le faisceau puissant de ma lampe torche et fis un pas dans l'embrasure de la porte, balayant la pièce de gauche à droite, vide à part des débris. Et là, blottie dans le coin éloigné derrière une commode renversée, se trouvait la femme. Mais elle n'était plus seule. Ce que je vis dans cette pièce me donne encore des cauchemars. Et j'ai essayé de me dire au fil des ans que le traumatisme peut jouer des tours à votre mémoire, rendre les choses pires qu'elles ne l'étaient. Mais je sais ce que j'ai vu.
Elle avait enroulé ses fils électriques autour de son propre poignet si serré que ses mains étaient violettes et enflées, et elle rongeait l'isolation comme si c'était de la nourriture, ses dents tachées de noir par le revêtement en caoutchouc. Sa blouse d'hôpital était déchirée et couverte de son propre sang là où elle s'était apparemment griffée. Mais ses yeux, bon sang, ses yeux étaient complètement lucides. Pas le regard vitreux de quelqu'un sous l'emprise de drogue ou en crise psychotique, mais vif et conscient et rempli d'une sorte d'intelligence désespérée qui me fit plus peur que tout le reste. Quand ma lumière la frappa, elle leva les yeux vers moi et sourit avec ses dents tachées de noir, le fil toujours pendant de sa bouche. « Officier Callahan, dit-elle d'une voix parfaitement calme et rationnelle. Je vous attendais. Je ne lui avais jamais dit mon nom. Avant que je ne puisse même traiter comment elle savait qui j'étais, elle bougea à une vitesse humaine. Une seconde, elle était blottie dans le coin. La suivante, elle se jetait sur moi avec une longueur de ce fil électrique tendu entre ses mains comme un garrot. Je n'eus à peine le temps de lever mon bras pour bloquer. Alors qu'elle enroulait le fil autour de ma gorge, tirant avec une force qui n'aurait pas dû être possible pour quelqu'un de sa taille. Le fil mordit immédiatement dans mon cou, coupant mon approvisionnement en air alors que nous tombions en arrière dans l'embrasure de la porte. Ma lampe torche s'envola, tournoyant à travers la pièce, projetant des ombres sauvages qui faisaient ressembler tout à un film d'horreur. Je pouvais sentir le fil se resserrer. Je pouvais goûter le sang dans ma bouche alors que j'essayais de glisser mes doigts en dessous. Elle faisait ce son horrible, un gémissement aigu à mon oreille comme un animal blessé. Et je pouvais sentir l'odeur métallique de l'isolation du fil mélangée à son propre sang. Mon entraînement prit le dessus et je parvins à accrocher mon pied derrière sa jambe, nous envoyant tous les deux nous écraser au sol avec elle en dessous. La chute desserra sa prise juste assez pour que je puisse reprendre mon souffle et rouler loin, mais elle était déjà en train de se relever, tenant toujours cette arme de fortune. Dans la faible lumière de ma lampe torche par terre, je pouvais voir plus de fils enroulés autour de ses chevilles, se connectant à quelque chose dans le coin de la pièce que je n'avais pas remarqué avant. Cela ressemblait à ce qu'elle avait essayé de créer une sorte de circuit électrique en se servant elle-même de conducteur. Elle vint vers moi à nouveau, balançant cette fois le fil comme un fouet, et j'entendis un sifflement alors qu'il fendait l'air à quelques centimètres de mon visage. C'est alors que je dégainai mon arme de service et reculai vers l'embrasure de la porte. Ma voix était rauque à cause de la tentative d'étranglement. Lâchez le fil. Allongez-vous par terre maintenant. Mais elle continua à avancer. Ce sourire lucide ne quittant jamais son visage. Répétant mon nom encore et encore comme une sorte de prière ou d'incantation. Quand elle leva le fil au-dessus de sa tête pour ce qui aurait été un coup mortel, je n'eus pas le choix. Je tirai 2 fois. En pleine poitrine exactement comme nous sommes entraînés. Elle s'effondra instantanément, le fil tombant de ses mains pour s'enrouler sur le sol en béton comme un serpent mort. Je le repoussai et vérifiai son pouls, mais je savais qu'elle était partie. Ma gorge me faisait l'effet d'avoir avalé du verre brisé, et je pouvais déjà sentir les ecchymoses commencer là où le fil avait coupé dans mon cou. Ce ne fut que lorsque les unités de renfort arrivèrent 20 minutes plus tard que nous reconstituâmes ce qui s'était vraiment passé. Il s'avéra que Sarah Martinez, c'était son nom, s'était échappée de l'hôpital d'État de Fulton 3 heures avant mon appel. Elle y avait été internée 6 mois plus tôt après un effondrement psychologique complet. Mais l'établissement était sous-effectif et sous-financé, et elle était simplement sortie pendant un changement d'équipe. L'infirmière de service qui était censée la surveiller s'occupait d'une autre crise dans une autre aile. Quand ils réalisèrent qu'elle avait disparu, elle avait déjà parcouru 19 km à pied jusqu'à ce motel. Le détective enquêteur trouva son dossier médical le lendemain. Schizophrénie paranoïde sévère avec des tendances violentes, aggravée par un traumatisme crânien causé par un accident de voiture 2 ans plus tôt. Elle entendait des voix qui lui disaient des choses spécifiques sur les gens, ce qui expliquait comment elle connaissait mon nom. Le système l'avait abandonné bien avant que ma balle ne le fasse, et j'ai dû vivre avec cette connaissance depuis. Épilogue mystique. Des années après l'incident, des rumeurs persistent au sujet du vieux motel Starlight. Certains jurent avoir vu l'esprit de Sarah Martinez rôder près de l'ancienne enseigne, comme si elle cherchait encore à terminer son circuit. D'autres disent que les fils électriques de la grange s'animent parfois la nuit, s'enroulant et se déroulant tout seuls, comme si une main invisible les manipulait. Et les nuits de vent, on entend parfois des chuchotements près de la chambre où elle est morte, des phrases incompréhensibles en boucle, comme si une voix essayait désespérément de transmettre un avertissement. Comme si l'écho de sa dernière pensée refusait de s'éteindre.